Bien, donc bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir invités pour cette conférence ETP et psychoéducation dans les troubles bipolaires. Alors ETP, c'est éducation thérapeutique du patient. C'est une petite abréviation qu'on va utiliser nous tout au long. Voilà, donc je me présente. Je suis Monsieur Renaud, psychologue clinicien, psychothérapeute, intervenant en éducation thérapeutique du patient pour le programme ETP Mieux vivre avec son trouble bipolaire, donc sur l'établissement public de santé Barthélemy-Durand, qui est en Essonne. Voilà. Et donc moi, je suis le docteur Élie Lefebvre, donc je suis psychiatre et je suis aussi coordonnateur et intervenant en éducation thérapeutique. Alors, je vais me présenter avec un petit peu cette diapositive qui va vous permettre à la fois de comprendre qui je suis, ce que je fais et d'introduire... Moi, j'ai fait une erreur, je crois, j'ai pas lancé l'enregistrement de la vidéo. C'est vrai. Donc, je suis assistant partagé, spécialiste en psychiatrie. Donc, ça veut dire, en gros, ce qui est important dans ce terme, c'est surtout partager. Ça veut dire qu'en gros, je partage mon temps dans la semaine entre deux hôpitaux. Entre un CHU, donc un centre hospitalier universitaire qui est l'hôpital Bicêtre, et un hôpital psychiatrique non CHU qui est l'hôpital Barthélemy-Durand dans l'Essonne. Voilà, et donc en fait, j'avais des missions pour mon contrat de 2 ans d'assistant partagé. C'était à la fois de monter un programme de psychoéducation pour les troubles bipolaires sur l'hôpital Bicêtre et de monter un programme d'éducation thérapeutique du patient dans les troubles bipolaires sur l'hôpital Barthélemy-Durand. Voilà, donc là, normalement, voilà, ça introduit notre sujet du jour. Qu'est-ce que l'éducation thérapeutique? Qu'est-ce que la psychoéducation? Est-ce que c'est pareil et est-ce que c'est différent? Pour définir ce qui est différent, en fait, il suffit de définir ce qu'est l'éducation thérapeutique du patient. L'éducation thérapeutique du patient, ou ETP, c'est quelque chose qui est soumis à un cadre légal très très strict. Ça veut dire qu'on doit remplir un dossier quand on veut monter un programme d'éducation thérapeutique et ce dossier, on le renvoie à l'ARS. L'ARS l'étudie, elle étudie la manière dont on a monté le dossier, son contenu et ensuite, si elle est d'accord pour le valider, elle nous donne son accord. Voilà. Et si ce n'est pas validé, on n'a pas le droit de le mettre en place. Donc tous les programmes d'éducation thérapeutique du patient ont été validés par l'ARS. Qu'est-ce que l'ARS valide? Elle valide notamment le fait que tous les intervenants en éducation thérapeutique ont été formés à l'éducation thérapeutique. N'importe qui ne peut pas faire un programme d'éducation thérapeutique. N'importe qui ne peut pas le monter et n'importe qui ne peut pas intervenir dans un programme d'éducation thérapeutique du patient. Donc il y a des formations. Donc, pour intervenir dans un programme d'éducation thérapeutique, en tant que intervenant, il faut avoir au moins 40 heures de formation ou avoir fait un DU d'éducation thérapeutique. Donc ça, c'est pour dispenser les séances. Et pour monter un programme, c'est ce qu'on appelle être coordonnateur de programme, il faut de nouveau 40 heures de formation. Donc en éducation thérapeutique. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième différence, c'est que tous les intervenants, tous les participants à l'éducation thérapeutique sont formés. L'ARS regarde également que le programme est monté en suivant 4 étapes indispensables, les 4 étapes clés de l'éducation thérapeutique, on les verra un peu plus tard. Elle regarde aussi une notion importante, c'est si le programme répond à la notion d'empowerment. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme. Il me semble qu'effectivement, dans les conférences, les psychiatres ont déjà commencé à parler d'empowerment. Donc, c'est vraiment redonner le pouvoir à la personne, hein, c'est un terme général, ça ne s'applique pas qu'aux patients, d'agir sur sa vie, son travail, sa maladie, etc. Donc, c'est rendre les gens capables d'agir sur ce qui les concerne. Voilà. Donc, pour cela, il faut impliquer les patients. Donc, dans les programmes d'éducation thérapeutique, on recherche à impliquer le plus possible un patient. Et pour impliquer les patients, il faut que les soignants changent de posture.
D'accord? Donc on passe d'une position assez paternaliste où les soignants en général et les médecins en particulier détiennent le savoir et où les patients sont passifs. Et là, on fait vraiment un changement de posture et les patients deviennent actifs dans les programmes d'éducation thérapeutique. Et donc ça s'apprend, c'est pour ça qu'on doit être formé. Voilà, ce changement de posture n'est pas naturel pour les soignants. Et donc la psychoéducation, du coup, c'est tout ce que n'est pas l'éducation thérapeutique. Voilà. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de définition. Voilà. C'est ce qu'on veut. D'accord? Alors, pour rendre encore plus flou tout ça, c'est que souvent dans la littérature, quand on parle de psychoéducation au sens large, ça implique l'éducation thérapeutique. C'est le fait de faire de l'éducation sur les maladies psychiques. Ça s'appelle de la psychoéducation au sens large. Et c'est très vrai souvent dans les articles, parce qu'il y a pas mal d'articles en anglais, et eux, ils font pas la différence entre éducation thérapeutique du patient et psychoéducation. Tout ça, c'est sous le même terme de psychoéducation. Voilà. Donc parfois, les choses sont un peu confondues et floues. Voilà. Mais en tout cas, en France, tout ce qui s'appelle éducation thérapeutique du patient, c'est bien soumis à un cadre légal très strict. Donc, pour que vous compreniez un petit peu cette histoire de changement de posture et comment on réussit à impliquer le patient, donc vous avez ces deux petits schémas qui vous illustrent un petit peu la différence entre un programme de psychoéducation et un programme d'éducation thérapeutique. Donc, dans les programmes classiques de psychoéducation, voilà, on a souvent l'habitude de voir un soignant, quel qu'il soit, ça peut être un psychiatre, un psychologue, un éducateur, voilà, qui délivre un savoir aux patients. Donc dans ces programmes-là, en général, le soignant prend beaucoup de place et monopolise beaucoup la parole, et les patients sont en position d'élèves. Ils s'instruisent et absorbent le savoir du soignant, de celui qui sait. Ça, c'est un peu les programmes de psychoéducation classiques. En éducation thérapeutique du patient, c'est complètement l'inverse. L'objectif, c'est que les patients aient la plupart du temps de parole et d'action. Donc là, vous voyez que dans notre schéma d'éducation thérapeutique, l'objectif du soignant, c'est de disparaître. Voilà. Le soignant, il est là pour faire circuler la parole, faire circuler les questions, expliquer les réponses, voilà, en tout cas modérer et animer, intervenir la séance d'éducation thérapeutique. Donc là, vous voyez que dans le schéma d'éducation thérapeutique, les patients, ils sont beaucoup plus gros, ils ont une place beaucoup plus importante, et qu'ils s'échangent le savoir, mais également leurs compétences et leur expérience personnelle. D'accord ? Avec des objectifs particuliers pour chaque séance. Hein. Voilà, on les verra après, on vous a mis des exemples de programmes. Donc, dans la vie de tous les jours, pour que vous vous représentiez ce que c'est que l'éducation thérapeutique par rapport à la psychoéducation, c'est, par exemple, pour ceux qui ont des enfants, vous allez bien voir que l'impact est complètement différent. Par exemple, si vous dites à un enfant que mélanger du jaune et du bleu, ça donne du vert, il va vous dire « D'accord maman, d'accord papa ». Ok. Est-ce que le lendemain, il s'en souvient ou est-ce que ça lui parle concrètement? Non. Vous avez beau lui avoir dit ça, le jour où il prend sa peinture et qu'il mélange le jaune et le bleu et qu'il dit « Maman, ça fait du vert », là, il s'est passé quelque chose. On peut lui dire « Mais je te l'ai toujours dit que mélanger du jaune et du bleu, ça faisait du vert ». Ça n'a pas le même impact que de le faire soi-même, de le découvrir soi-même. D'accord ? Donc en éducation, faire participer nos enfants, leur faire faire des choses, on voit bien qu'ils apprennent bien plus que si on leur dit. C'est pareil à l'école. L'éducation nationale a compris qu'il y avait des choses qui se passaient différemment et qu'on intégrait des notions un peu différemment entre un cours magistral ou les travaux pratiques. D'accord ? Donc voilà, c'est souvent les travaux pratiques, ils ont souvent lieu dans les matières scientifiques où du coup on passe vraiment par faire l'expérience soi-même. Et on voit que mélanger tel produit avec tel produit, ça donne telle réaction. Voilà. Et on n'a pas le même impact et on ne retient pas les choses de la même manière que si c'est le professeur de chimie qui nous dit que de mélanger tel produit avec tel produit, ça va nous donner telle réaction. Je ne ferai pas de détails, je suis très nulle en chimie. Donc,
Aussi, autre exemple, en maladie somatique. L'éducation thérapeutique, au départ, ça a été vraiment mis en place plus pour les maladies somatiques. Et donc, voilà, l'objectif, c'était effectivement de rendre beaucoup plus acteurs les patients dans la prise en charge de leur maladie. Et donc, on avait beau les éduquer en leur disant, bah, vous savez, quand vous êtes diabétique, il faut mesurer sa glycémie. D'accord, mais en fait, si on ne sait pas mesurer sa glycémie, qu'on veut bien le faire, mais qu'on ne sait pas la lire, bah, c'est compliqué. Ça ne veut rien dire mesurer sa glycémie si on ne sait pas le faire. Donc, il fallait rendre compétents les patients. Et donc, pour les rendre compétents, il faut leur donner de l'expérience et les faire pratiquer. D'accord? Donc, vous voyez ma petite image à côté. Ils ont créé des programmes d'éducation thérapeutique dans le diabète. Et ils apprennent aux patients comment on se pique et comment on met ça dans la petite machine, le petit lecteur, et comment on lit et qu'on interprète sa glycémie. De même que si on dit c'est très important, il faut que vous mangiez équilibré. Oui, mais quelqu'un qui a mangé McDo, frites et pizza toute sa vie, équilibré, il ne sait pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il se dit que rajouter 4 olives sur sa pizza, ça va être équilibré. D'accord? Ça veut dire quoi équilibré? Bah, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà. Donc, on fait de l'éducation thérapeutique, on fait des séances et des ateliers avec des diététiciens, des diététiciennes qui nous apprennent, qui nous montrent et qui nous laissent expérimenter aussi. Allez-y, confectionnez votre plateau. Vous mettriez quoi, vous, pour que ce soit équilibré? Et après, on demande aux autres, vous auriez fait quoi? Ça veut dire quoi pour vous? Est-ce que vous trouvez que c'est équilibré, le plateau de telle personne? Oui, non, pourquoi? Donc, c'est vraiment les patients qui partagent leur savoir, qui corrigent leurs collègues et qui partagent entre eux leur expérience mutuelle de la chose. Ah oui, parce que moi, j'ai remarqué qu'effectivement, quand je mangeais une pomme en dessert plutôt qu'un gâteau au chocolat, bah, ma glycémie, elle augmentait moins. Ah oui, c'est vrai, bah, le médecin, il raconte pas que des bêtises. Voilà. Ça, le message passe différemment. Donc, une fois qu'on a compris ça en maladie somatique, c'est plus facile de le comprendre en psychiatrie parce que en psychiatrie, c'est quand même plus difficile de faire vivre la maladie aux patients. C'est un peu ces concepts. Voilà. Donc, en gros, pour résumer mon travail, ce que je fais est la psychoéducation et l'éducation thérapeutique. Et pourquoi il y a un programme de psychoéducation à l'hôpital Bicêtre et pourquoi il y a un programme d'éducation thérapeutique à Barthélemy-Durand. Voilà. Alors que bah, moi, j'ai la même formation. Sauf que à Bicêtre, il n'y avait pas assez de soignants formés à l'éducation thérapeutique et que donc on ne pouvait pas mettre en place un programme d'éducation thérapeutique. Par contre, on a le droit, comme la psychoéducation, on fait ce qu'on veut dedans, de monter des programmes de psychoéducation avec les mêmes méthodes pédagogiques et les mêmes étapes clés que l'éducation thérapeutique, sauf qu'il n'est pas validé par l'ARS. D'accord? Voilà. Donc, c'est quasiment le même programme, mais il y en a un qui s'appelle psychoéducation et l'autre l'éducation thérapeutique du patient. Ok. Vous avez des questions? Alors, vous n'hésitez pas. On va essayer. Vous allez voir, on va vous poser des questions. On va faire de l'éducation un peu thérapeutique ici, donc on va beaucoup interagir avec vous. Voilà. Donc, là, on a mis une diapo. C'est pas grave s'il y a des choses qui partent. C'est pas très important parce que c'était juste, moi assez vite là j'ai regardé s'il y avait des proverbes, des dictons concernant l'expérience et en fait je me suis rendu compte que ça fait longtemps qu'on se rend compte que expérimenter les choses, eh ben, ça nous rend beaucoup plus compétents et ça nous donne un savoir différent que si on nous le dit, que si on nous délivre une information simple. Alors du coup, voilà, donc je vous ai dit que ça allait être interactif et ça y est, c'est interactif, c'est vous qui allez répondre. En quoi consiste la prise en charge d'un trouble bipolaire? Pour vous, c'est quoi? 1, faire le diagnostic. 1, faire le diagnostic. Ok, les autres. Comment on prend en charge un trouble bipolaire? Merci. Il faut déjà accepter qu'on a le trouble bipolaire. Ouais. On prend en charge par rapport au patient. La prise en soin, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? C'est ça, Donc la madame a parlé. C'est pas la personne bipolaire, ce sont les gens qui s'occupent d'elle. C'est quoi la prise? Ça repose sur quoi la prise en charge d'un trouble bipolaire?
On a- Il n'y a pas de mauvaise réponse, encore une fois. Hein, c'est On a- votre manière de voir. Et puis après, moi, je vais vous dire ma manière de voir. Être suivi par un psychiatre. J'ai entendu quoi? Thérapie. Thérapie. Oui, il y a déjà l'identification avant le diagnostic. Peut-être des troubles. L'identification aux troubles avant le diagnostic. Poser le diagnostic. Donner des traitements, Donner des traitements. Alors, des traitements quoi? à la fois médicamenteux et psychothérapeutiques. D'accord, donc médicamenteux, non médicamenteux. Ok. Impliquer la famille. Impliquer la famille. Ok. La Sécu paye et le médecin et les médicaments. La Sécu paye, donc la Sécu, donc la société, en fait, la société prend en charge. Ok, d'accord. Donc effectivement, selon la Haute Autorité de Santé, c'est la Haute Autorité de Santé qui établit des recommandations de bonnes pratiques. Et donc, voilà, la Haute Autorité de Santé a écrit un papier à l'attention des médecins pour leur expliquer, voilà, ce que c'était que la bonne prise en charge d'un trouble bipolaire. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette Haute Autorité de Santé, ce qu'on appelle aussi HAS? C'est que la prise en charge d'un trouble bipolaire, elle se fait en 4 points. Premier point, il faut une action au niveau biologique. D'accord? C'est les traitements médicamenteux. Deuxième point, il faut une action sur les éléments potentiellement aggravants. C'est-à-dire, c'est là qu'on parle d'hygiène de vie, de sevrage, etc. Troisième point, il faut une gestion des séquelles, des comorbidités, des problèmes individuels, familiaux. Et c'est là que... Les psychothérapies, hein, comme je l'ai entendu par là, toute orientation confondue. Les psychothérapies, ça s'adapte à votre situation, que ce soit une psychothérapie familiale, une thérapie cognitivo-comportementale, parce que les études notamment ont montré que ça a fait de l'effet pour la comorbidité du trouble anxieux, quand on souffre d'un trouble bipolaire, ou une psychothérapie d'orientation analytique pour soulager une souffrance psychique liée à une histoire de vie, à un environnement dans lequel on évolue, et puis retrouver une capacité à agir et profiter de la vie, avoir un regard bienveillant envers soi-même. C'est complémentaire. Voilà. Et donc, dernier point, selon la HAS, c'est gérer sa vie en fonction de sa maladie. Et c'est là qu'il y a marqué information et éducation sur le trouble par la psychoéducation et ou l'éducation thérapeutique pour le patient. Et du coup, est-ce qu'on peut faire un petit sondage, du coup, le main levée comme ça, s'il y a des personnes ici qui ont fait de la psychoéducation? D'accord. D'accord. Et éducation thérapeutique? D'accord. Ok. Qui a un traitement médicamenteux? Voilà. Ok. Donc en gros, vous êtes beaucoup à avoir un traitement médicamenteux. Donc point numéro 1, ok. Par contre, point numéro 4... Parce qu'on ne l'a pas entendu là. Non. Ok. Et pourtant, donc l'HAS rappelle bien que l'ETP fait partie intégrante de la prise en charge d'un patient ayant une maladie chronique, car elle a de réels objectifs thérapeutiques. On verra ensemble après quels sont ces 4 objectifs thérapeutiques. D'accord? Donc, vous avez vu que dans la diapo d'avant, où on présentait les 4 points, ils étaient pourtant au même niveau. D'accord? Et vous avez tous un traitement médicamenteux, mais par contre, psychoéducation, éducation thérapeutique, non. Donc, l'éducation thérapeutique est complémentaire et indissociable des traitements et des soins, du soulagement des symptômes et de la prévention des complications. Donc là, si on regarde les recommandations de la HAS, ceux qui n'ont pas fait d'éducation thérapeutique ou de psychoéducation n'ont pas eu une prise en charge complète et optimale. Oui. Parfois, quand on fait une thérapie comportementale et cognitive individuelle assez longue, elle est quand même intégrée, cette éducation thérapeutique, non? Ah bah ça, on va voir ça. Ah oui, voilà. On va voir si c'est intégré ou pas. Donc on est bien d'accord que l'éducation thérapeutique du patient, ce n'est pas une activité occupationnelle. Alors, nous, on travaille sur un hôpital à Barthélemy-Durand qui est très très grand, qui recouvre une grande partie des secteurs essonniens. Et là, on voit bien que l'éducation thérapeutique, il y a des secteurs qui nous envoient des patients, des secteurs qui ne nous envoient pas du tout, alors que j'imagine que la répartition des patients avec un trouble bipolaire sur l'Essonne, elle est à peu près pareille partout. On a des secteurs aussi qui envoient des patients d'éducation, enfin qui leur font intégrer le programme d'éducation thérapeutique. Et puis le jour de la séance, le patient n'est pas là. Quand on appelle les secteurs,
Ah mais non, mais là, il a fallu qu'on aille lui acheter des chaussures. Non mais je comprends pas. Enfin, c'est pas une activité. L'éducation thérapeutique, c'est un soin. Le patient, il est hospitalisé pour se faire soigner. Donc on va pas lui acheter des chaussures au moment où il a un soin. Est-ce qu'on irait lui acheter des chaussures au moment de la prise des traitements à 8h le matin ou à 18h le soir? Je crois pas. On est bien d'accord. Donc, c'est là qu'on se rend compte que les représentations, en fait, des gens concernant la psychoéducation et l'éducation thérapeutique, c'est pas encore celle qu'on aimerait qu'ils soient en place. Donc il y a un travail. Oui, un petit peu, parce qu'il y a des textes de loi qui voilà, mettent les choses en recommandation, mais c'est encore difficile. Donc on va voir comment s'intègre l'ETP à la prise en charge d'un patient présentant un trouble bipolaire. Et donc voilà, c'est là qu'on va voir un peu les représentations qu'ont les gens, à la fois les soignants, mais aussi les patients et les proches. Voilà, parce que l'éducation thérapeutique c'est utile et comment ça s'intègre à la prise en charge d'un patient avec un trouble bipolaire. Donc, on a vu en quoi consistait la prise en charge d'un trouble bipolaire. Le point numéro 1, c'était quoi? Les médicaments, d'accord. Donc, qui délivre les médicaments? Le psychiatre. D'accord. Donc, pour beaucoup, la prise en charge du trouble bipolaire repose sur le psychiatre. C'est l'acteur principal de la prise en charge et donc c'est à lui qu'on confie sa stabilité thymique. Voilà, je voudrais être stable, docteur, je viens vous voir, je comprends pas, je viens vous voir tous les 15 jours, tous les mois, tous les 3 mois, enfin régulièrement, donc je m'attends à être stable. D'accord, donc le psychiatre, c'est vrai qu'un de ses travaux, c'est de prescrire le traitement médicamenteux. Donc souvent, les patients, ils nous disent moi je prends un traitement médicamenteux, donc il n'y a aucune raison que je rechute. Ah ouais. Bah là, je me dis que les gens, ils prennent le psychiatre pour un super-héros avec des super médicaments. Voilà. Tant que je prends mon médicament, tout va bien. Le psychiatre est tout puissant. Il peut tout régler. Il suffit d'aller le voir et de prendre ce qu'il nous prescrit. Alors, mauvaise nouvelle. Parfois, le patient supporte parce que pour lui, c'est la seule solution. Il le supporte parce qu'il n'a pas d'autre. C'est la seule solution à quoi? Au traitement de sa maladie. C'est pour ça qu'on parle de représentation. Exactement. Dans les représentations des patients, et c'est ça qu'on essaie de faire changer aussi ce soir, c'est j'irai bien quand j'irai voir mon psychiatre et que je prendrai le médicament qu'il me prescrit. Voilà. Et donc, c'est vraiment voir le psychiatre comme quelqu'un de tout puissant et les médicaments aussi tout puissants également. Donc, le psychiatre n'est ni un super-héros, ni une petite sorcière qui fait des potions magiques, ni une petite fée avec une baguette magique. Donc, désolé. Il ne suffit pas d'aller voir le psychiatre et de prendre ses médicaments. Donc, ensuite, une fois qu'on est allé voir le psychiatre... Mais c'est bien, hein, par contre, ah oui, je tiens à valider, c'est bien, hein, je ne suis pas là pour vous dire qu'il ne faut pas prendre de médicaments, hein, attention. Donc, c'est très bien, vous allez voir le psychiatre et vous prenez les médicaments, jusque-là, on valide. Le deuxième acteur, du coup... Psychologue. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est le psychothérapeute, et c'est vrai que souvent les psychothérapeutes, ce sont des psychologues. C'est souvent les psychologues qui font les psychothérapies. Okay. L'hôpital, c'est pas remboursé. Hein. Et il y a ce problème. Effectivement. Je voudrais pas revenir terre à terre comme mais ça. Mais ça, c'est pas notre faute. Nous, on est là pour vous dire la prise en charge optimale. Alors, très rapidement, du coup, effectivement, il y a aussi des psychiatres qui sont psychothérapeutes. Pour ceux qui se posent les questions au niveau des textes du titre de psychothérapeute, il y a les petites brochures Psycom qui sont très bien, où c'est détaillé. Pareil pour identifier quelqu'un qui est psychothérapeute ou pas. Tous les psychologues sont pas psychothérapeutes. Voilà, il y a ces points-là. Vous avez cette notice-là qui est très bien. En revanche, tous les psychiatres sont psychothérapeutes, mais là, pareil, je dirais que c'est pas suffisant. Puis surtout, suivant des structures dans le public, il y a des psychiatres à qui on demande de ne pas faire de psychothérapie. Des fois de moins en moins. Ça va être le traitement uniquement. On peut avoir fait une formation, dans ce cas-là, à une certaine psychothérapie. Dans ce cas-là, on va être compétent dans cette psychothérapie. Mais c'est vrai que d'office, quand on est psychiatre, on a le titre de psychothérapeute. Voilà, mais on n'est pas apte à faire toutes les psychothérapies correctement si on ne s'y est pas formé réellement. Donc je pense que il faut vraiment se méfier. C'est pour ça qu'on a marqué psychothérapeute. Voilà, il faut choisir quelqu'un de formé à une
certaines psychothérapies quand on veut faire cette psychothérapie-là. Et du coup, pour la gratuité des soins, bon, il y a tout ce qui est les établissements publics. Après, c'est vrai que malheureusement, il y a des listes d'attente. Le CMP où on est, à Savigny-sur-Orge, c'est à peu près 3 mois. Voilà. Alors après, des fois, il y a des situations, des fois d'urgence. Bon, il y a quand même des fois, des situations particulières où les psychiatres nous disent, voilà, là, il y a quelque chose. Il y a besoin de voir quelqu'un dans l'urgence à un moment précis. Mais pour entamer vraiment un travail psychothérapeutique, les gens attendent à peu près 3 mois sur notre CMP. Suivant la zone géographique, j'ai vu une main se lever dans le fond. Ouais. Comment on fait une recherche dans le privé pour trouver un psychothérapeute? Parce que quand on tape psychothérapeute, il y a beaucoup de psychologues. Alors effectivement, du coup, pour trouver le psychothérapeute, vous pouvez téléphoner à l'ARS. Au niveau de votre, ils ont des registres avec les gens qui sont enregistrés. Voilà. Et du coup, pour finir sur la gratuité, pardon. Le fichier de l'ARS. Oui. Tous les psychologues en privé ne sont pas remboursés, on est d'accord. C'est pour ça que là je parlais du public. Et par rapport au privé, donc pour le public, là comme justement on parlait de la gratuité, il y a des choses qui existent dans le public. Et par rapport au privé, il y a un article là que j'ai lu hier. Il y a une gratuité qui est en train de se tester dans 3 départements en France, notamment dans le Morbihan. Par contre, c'est quelque chose qui j'espère va être retravaillé parce qu'il parle de 10 séances remboursées. 10 séances, c'est pas suffisant du tout. Pour une psychothérapie, ça se fait pas en 10 séances. C'est insuffisant. Encore une fois, nous n'avons pas de baguette magique. À l'extérieur. Qui sont remboursables en 10 séances. Il y a l'Association française de thérapie comportementale et cognitive qui a un annuaire aussi. Toutes spécialités confondues de soignants qui ont fait une formation de TCC. Après, il y a des associations aussi des fois qui font à titre gratuit, mais il faut se renseigner. Sur Paris, il y en a une ou deux, mais voilà. Pas partout en France. Comment on sait que c'est un psychologue et psychothérapeute? Alors, je fais comment pour ça? Alors, comme je vous dis, si vous êtes dans une structure de soins, on va vous le dire tout de suite. Et puis, si vous avez des questionnements, vous pouvez téléphoner à l'ARS. Il y a le numéro de téléphone, donc l'Agence régionale de santé. Ça marche par département, il y a un numéro de téléphone, vous téléphonez, la secrétaire ou le secrétaire peut vous répondre tout de suite. Voilà, ils ont un registre, c'est enregistré. Là, j'ai une patiente qui a repris le travail au niveau des horaires, c'était trop compliqué. Voilà, elle a fait cette démarche, elle a eu tout de suite un contact. C'est parce que il y a encore à peu près 10 ans, tout le monde pouvait se dire psychothérapeute. Maintenant, c'est un cadre légal. C'était très important de mettre ça en place. Donc, c'est l'ARS qui gère tout ça. Voilà. L'ARS. ARS, Agence régionale de santé. Oui, je vous en prie. Ok, donc on en est là dans notre prise en charge. Le psychiatre et puis le psychothérapeute. Et donc, c'est vrai que maintenant, c'est un peu admis dans à la fois les représentations, mais on voit aussi pour les étudiants en médecine, même avant de se spécialiser en psychiatrie, les étudiants en médecine apprennent tous que un traitement médicamenteux pour une pathologie mentale est plus efficace s'il est associé à une psychothérapie. Donc ça maintenant c'est dans la tête de tous les médecins, et donc ça rentre beaucoup plus facilement dans les mœurs. Et donc assez fréquemment on admet et on conçoit qu'un patient qui a une pathologie mentale prenne un traitement médicamenteux et fasse une psychothérapie. Vous êtes d'accord avec moi ou vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord? Si. Il est d'accord, c'est bon. Il lève la main, mais il est d'accord. Ok. Je vais demander, tout comme il existe des médecins généralistes et des médecins spécialistes, est-ce qu'on peut dire que normalement, n'importe quel psychiatre a quand même de travailler correctement et entre guillemets de la bonne façon avec un patient bipolaire? Alors, la question c'était, de la même manière qu'il y a des médecins généralistes et spécialistes, est-ce qu'on peut dire que tous les psychiatres sont spécialisés un peu dans les troubles bipolaires et sont à même de prendre en charge correctement un trouble bipolaire? Je dirais que dans la théorie, oui. Après, dans la pratique, non, faut pas se mentir. Alors je dis pas ça pour critiquer mes collègues, mais par exemple moi pour le coup je ne vois et je ne suis et je ne fais que des patients qui ont un trouble bipolaire. Alors forcément je m'y connais.
En revanche, l'autre fois, j'ai eu une erreur d'aiguillage à ma consultation et il y a une patiente qui est venue qui a une tricotillomanie, qui s'arrache les cheveux. Ah ben alors là, moi je sais pas du tout ce qu'il faut mettre comme traitement. Et alors elle était très choquée parce qu'elle m'a dit enfin tous les psychiatres sont capables de prendre en charge ce genre de troubles quoi. Ah non. Ah non, pas du tout. Et alors là, je pense qu'il vaut mieux le dire aux patients. Voilà, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas tous le même parcours, on a fait des formations différentes, on s'est intéressé à des sujets différents. Et voilà, et ben, si on ne sait pas, je pense qu'il vaut mieux le dire et réorienter les patients. Voilà. C'est encore plus flagrant pour les psychothérapeutes. Hein. Cette compétence sur la bipolarité, on la rencontre rarement chez les psychothérapeutes. Ça, c'est un vrai problème. Alors, dans le code de déontologie, si je ne me trompe pas, il y a un paragraphe qui normalement dit que le psychothérapeute ou le psychologue, je ne me souviens plus, est censé réorienter quand il sait qu'il n'est pas capable de répondre à cette problématique, qu'il n'a pas les compétences techniquement. Voilà. Et dans le public, on a un temps, nous sur notre temps, moi je suis à 38 heures à mon contrat, j'ai un temps horaire où je suis dans l'obligation de me former. Continuellement à des nouvelles théories, tout ça. Donc effectivement, techniquement, il y a ce temps-là qui est dédié. Après, chacun l'emploie, pour telle ou telle pathologie en fonction des patients, c'est très varié. Mais vous avez raison de dire ça, monsieur. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller dans des centres spécialisés dans les troubles bipolaires au départ. Le bouche à oreille, ça marche très bien. Il n'y en a pas sur toute la France, on l'a bien vu. Après, il y a des gens très compétents sur les CMP. Hein. Ben, là, pour le coup, moi, je travaille sur un CMP aussi. Je travaille dans un CHU et sur un CMP, donc on peut, voilà. Nos collègues, même s'ils font pas du trouble bipolaire, ils sont compétents dans d'autres choses aussi. Voilà. Donc voilà, donc on a le psychiatre, le psychothérapeute. Le troisième acteur, ça va être qui alors ? Bien, le principal, patient, bravo. On va l'applaudir, voilà, parce que souvent les patients s'oublient. Voilà, on compte sur vous, vous avez un rôle à jouer. On va voir quel rôle vous avez à jouer tout à l'heure. Et donc, pour finir nos représentations avec la psychoéducation et l'éducation thérapeutique, donc là, vous voyez que ça représente un gâteau à étage. Et l'éducation thérapeutique, c'est souvent un peu la cerise sur le gâteau. C'est si j'ai le temps, pourquoi pas, ah oui. Alors, c'est pas que dans la tête des patients, hein, même les soignants, hein, il y a des psychiatres, ils n'en ont jamais entendu parler. Ah oui, c'est pour faire quoi ? Comment ça, c'est pour faire quoi ? Enfin, d'accord ? Donc, c'est souvent un peu dans la tête des gens, voilà, même les proches, c'est « Ah, tu fais de l'éducation thérapeutique ?» Bon, c'est très bien. Okay. Alors que vous voyez bien que les recommandations en 4 points, les 4 points étaient au même niveau et ça a la même importance. C'est ça la prise en charge complète et qui du coup va avoir le maximum d'efficacité pour un trouble bipolaire. D'accord. Donc on va essayer de changer cette représentation qui ne nous convient pas du tout. Nous on voit les choses complètement différemment. Donc on va schématiser ça d'une autre manière et ça va prendre la forme d'un trépied A4P de la prise en charge. Donc suspense pour le trépied A4P. Donc tout d'abord, premier acteur, ok, le psychiatre, on en a parlé tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Donc il fait plein de choses, hein. Il ne fait pas que le traitement, on n'est pas qu'une main avec un stylo pour rédiger des ordonnances, d'accord ? Relié à cette main, il y a aussi un cerveau. Et donc, on est là aussi pour poser le diagnostic. Ah oui, mais c'est important de le dire, hein. Vous avez vu que souvent, dans votre maladie, ça prend du temps, c'est long. Alors, c'est long pour plein de raisons. C'est que souvent, les phases hypomaniaques, elles passent inaperçues. Et puis, parfois, on ne les cherche pas. Surtout quand on est face à un épisode dépressif. Bon, bah voilà, on va se jeter sur l'antidépresseur. Bon, c'est une dépression, ok, diagnostic est posé. Parfois, on se trompe. Voilà, et puis il y a aussi que dans les phases maniaques ou hypomaniaques, les patients, comme ils se sentent bien, ils ne se sentent pas malades et ils ne vont pas voir le psychiatre. Ah oui, donc forcément, on ne peut pas faire de diagnostic. Donc il pose le diagnostic et il met en place le suivi clinique, biologique. Également, il prescrit les traitements, alors les traitements médicamenteux, mais aussi les traitements non médicamenteux. Il recherche les effets secondaires, éventuellement des traitements médicamenteux. Il recherche aussi les comorbidités somatiques, psychiatriques, etc. D'où l'importance d'aller voir régulièrement son psychiatre. Le deuxième acteur de cette prise en charge,
C'est qui? Voilà, c'est bon. Toujours le psychothérapeute qui met en place les psychothérapies. Le troisième acteur de cette prise en charge, c'est qui? Le patient. Alors, qu'est-ce qui fait le patient? Le plus dur. Ouais, c'est vrai. Mais tout à fait. C'est vrai, on est d'accord. Le plus dur. Mais oui. C'est vrai. Voilà. Et c'est pour ça que vous ne méritiez pas cette toute petite place en haut du gâteau. Hein? Ok. Donc le patient, concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Parce que le médecin est bien gentil, il vous voit une fois de temps en temps et puis il prescrit un traitement. D'accord. Mais qui c'est qui prend le traitement? Bah, c'est le patient. Et puis le médecin, et puis peut-être le psychothérapeute aussi, on vous dit, ah bah oui, mais faut faire du sport, quoi. Ça fait partie de l'hygiène de vie, ça. D'accord? C'est facile à dire. Qui doit se lever le dimanche matin pour aller faire son footing? C'est le psychiatre ou c'est le patient? C'est le patient. Ouais, alors j'avoue, du coup, depuis que je le prescris, j'essaie de le faire. Ok, donc c'est le patient qui fait le sport et l'activité physique et sportive. Ok. Qui c'est qui met en place un sevrage des toxiques, qui fait attention à ses consommations, qui va voir un addictologue? Bah, c'est le patient. Ensuite, souvent en psychothérapie, il a appris qu'il fallait qu'il gère son stress parce qu'on lui a dit, vous savez, les situations de stress, ça déclenche, hein, ça déclenche, ça fait des rechutes, ça déclenche des phases dépressives ou maniaques. Donc le stress, c'est pas bon pour vous. Ça, on vous l'a dit, le psychiatre, il vous a délivré cette information. D'accord? Mais concrètement, comment on fait pour diminuer le stress? Alors parfois, le psychothérapeute a appris des techniques de relaxation, d'accord? Mais qui c'est qui les met en place régulièrement dans la journée? Qui fait diminuer son anxiété? Bah, c'est le patient. D'accord? Qui c'est qui se lève à heure régulière le matin parce qu'on lui a dit ça fait partie des règles d'hygiène de vie, on se lève, on se couche à la même heure? C'est qui? Le dimanche matin, qui c'est qui ne fait plus la grasse matinée? Bah, c'est le patient. Ok? Qui c'est qui arrête d'aller au McDo et de manger des pizzas et qui doit manger équilibré? Donc ça veut dire aller à la MAP en bas de chez lui, chercher des légumes bio, de saison, qui les cuisine parce que les plats tout faits, vous savez, c'est pas bon. C'est qui? C'est le patient. Et le psychiatre, ils font pas tout ça? Le psychiatre ne cuisine pas, non. C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, hein. Le psychiatre, non, fait pas tout ça. Ok, donc c'est le patient qui fait tout ça. Et qu'est-ce qui permet de savoir qu'il faut faire tout ça et comment on va faire pour mettre en place tout ça? Eh bien, c'est là qu'intervient l'éducation thérapeutique ou la psychoéducation. C'est ce qui permet de coordonner tout ça et les actions de chacun et de les rendre cohérentes dans notre vie au quotidien. C'est à ça que ça sert l'éducation thérapeutique et la psychoéducation. D'accord ? Ok, donc pour reprendre notre diapo d'avant, l'ETP fait vraiment partie intégrante. Et là, on le voit bien sur ce schéma-là qu'elle fait partie intégrante. Parce que quand c'était la petite cerise en haut du gâteau, on pouvait la retirer, ça ne gênait pas. Alors que là, elle fait vraiment partie intégrante de la prise en charge d'un patient avec une maladie chronique en général. Ça s'adapte à toutes les maladies chroniques, car elle a de réels objectifs thérapeutiques, à savoir améliorer la compréhension du trouble et la nécessité de suivre les traitements, qu'ils soient médicamenteux ou non médicamenteux, développer la capacité à détecter les signes précurseurs, donc en l'occurrence dans le trouble bipolaire, les signes précurseurs d'une rechute dépressive ou maniaque ou hypomaniaque, encourager une régularité des rythmes, c'est-à-dire que la régulation des rythmes de sommeil, de veille, donc les rythmes sociaux, etc., et développer des capacités d'autosurveillance et de meilleures aptitudes à la gestion des facteurs de stress, d'où notre petite séance de relaxation. Donc elle est complémentaire, indissociable des traitements et des soins, du soulagement des symptômes et de la prévention des complications. Je rappelle que ce n'est pas une activité occupationnelle. Quand vous allez en éducation thérapeutique ou en psychoéducation, vous faites du soin. Donc, la psychothérapie, donc on l'a entendu, c'est complémentaire. Ah, pardon ? D'accord. C'est complémentaire donc des traitements, voilà, du trépied là, dont on a parlé. Là, je vais donner un petit peu deux exemples, un petit peu pas caricatural, mais bon, voilà, qui sont des exemples inventés de Robert et Roberta pour vous donner une idée un petit peu de la complémentarité de moi, comment je travaille en tant que psychothérapeute, et puis comment je peux utiliser, ou comment le patient va utiliser l'éducation thérapeutique. Hein. C'est important de lier les deux.
Et puis pour illustrer du coup la différence un petit peu entre psychothérapie et éducation thérapeutique, puisqu'on signifiait tout à l'heure que parfois ça pouvait s'intégrer à la psychothérapie. Ah, oui et non. Là, par exemple, donc le premier exemple, c'est Robert. Donc Robert, il souffre d'un trouble bipolaire. Il a suivi un programme d'éducation thérapeutique du patient, quelques séances qu'il a choisies. Ça, on va en reparler après, parce que le patient n'est pas obligé de prendre toutes les séances. C'est un programme qu'on adapte, on va en reparler. Il prend son traitement correctement, il s'astreint à peu près à une bonne hygiène de vie, donc qu'on a vu, le coucher, les repas, tout ça. Mais là, il a encore fait une rechute dépressive. C'est quelque chose qui se répète. Dans son discours, qu'est-ce qu'on entend ? Je suis nul, je suis fou. Alors, c'est comme je dis, caricatural entre guillemets, mais c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Les termes de je suis nul, je suis fou. Quand on est dans une phase dépressive, ça revient vraiment beaucoup. Donc le patient répète ça. Ses parents, ils lui disaient déjà tout le temps quand il était enfant, et là après à l'âge adulte, c'est le patron qui a pris le relais. Donc il n'a pas de chance, ce monsieur, mais il a quand même un environnement qui l'aide pas, qui l'a pas aidé non plus au fur et à mesure de son histoire. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer à ce monsieur ? Ça va être une prise en soins psychothérapeutique en plus de l'éducation thérapeutique du patient, parce que il aura beau avoir fait l'hygiène de vie, le traitement, quelques séances, il y a un problème de fond qui n'a pas été traité. Là, en termes psycho, je parlais de failles narcissiques, il y a des problèmes dans son histoire. Ce monsieur, on va dire que on va lui conseiller la psychothérapie. Il va tenter, au fur et à mesure de la psychothérapie, il va révéler qu'il a une histoire de vie familiale très compliquée, avec des violences, des traumatismes, ce genre de choses. Moi, je l'entends souvent. C'est important de pouvoir avoir un espace de parole pour déposer ça quelque part, le travailler, l'élaborer. Vous aurez beau vous astreindre aux autres points du trépied dont on a parlé. Si on ne règle pas certains problèmes de fond, malheureusement, il y a ces trucs-là qui viennent vous hanter un peu toute votre vie et qui, bien sûr, précipitent les rechutes au niveau de l'humeur. Ça influe, bien sûr, les événements de vie. Journée mondiale des troubles bipolaires, il y avait quelqu'un, je me souviens plus quel intervenant, mais on avait parlé des événements de vie négatifs qui influaient sur l'humeur. Bien sûr, ça influe. Il y a des études qui disent, je crois que c'est de mémoire le livre The Psychology of Bipolar Disorder, qui est publié par l'université d'Oxford. C'est en anglais. C'est un condensé un peu des études sur les troubles bipolaires. Et ce qu'on a pu leur proposer au niveau du soin. Ils ont trouvé dans ces études qu'une personne souffrant d'un trouble bipolaire n'aurait pas plus d'événements de vie négatifs qu'une autre personne. Bon, mais même s'il y a des études qui disent ça, on sait bien que quand il y a quand même des traumatismes, ça influe, qu'on le veuille ou non quand même. C'est quelque chose qu'à prendre en compte, qui a toute son importance. Ça, c'est un message qu'on va faire passer, notamment nous, dans une séance du programme où je suis, séance traitement médicamenteux et non médicamenteux. Il y a des personnes, des fois, le psychiatre, malheureusement, même si ça devient un petit peu plus d'actualité, ne propose pas forcément l'orientation vers le psychothérapeute, même s'ils sont dans le même CMP. Ça se fait pas toujours. Il y a des gens qui découvrent ça. Non. Sois rassuré, mais ça arrive. Il y a des gens nous, on est là, le programme où je suis, c'est ouvert à tous les patients de l'Essonne, mais c'est vrai que des fois, c'est pas forcément systématique. Il y a des personnes qui découvrent que oui, même si on entend parler des fois même dans les séries télé, maintenant le psychothérapeute, on en entend parler. Un peu tout le monde va en voir un, mais il y a des gens pour qui c'est pas forcément ça, ou c'est réservé que à l'époque de la psychiatrie. On s'imagine des fois des hospitalisations un peu compliquées. Donc on change un petit peu ces représentations-là, on fait passer certains messages, et puis il y a des patients qui sont en psychothérapie dans le groupe de TP, qui vont en discuter avec d'autres patients. Il y a un échange vraiment qui se fait. Et puis suivant les différentes orientations, bien sûr, en tant que soignant, on va conseiller aussi qu'est-ce qui peut mieux correspondre aux patients. Et puis on l'invite toujours à en discuter avec son médecin référent, bien sûr, qui se doit de connaître un petit peu tout ça. Un autre exemple, donc Roberta. Roberta, elle a fait une psychothérapie analytique. Elle se sent quand même un peu plus à l'aise avec le travail qu'elle a pu faire sur son histoire de vie un petit peu. Elle en a appris plus sur elle-même. Elle a pu régler des conflits de famille, un conflit avec sa fille. Elle a appris à mieux tolérer sa maladie quand même. Malgré tout, elle n'arrive pas à se défaire cette image de nul. Là, c'est un mot que j'ai remis, mais exprès, parce que je l'entends vraiment beaucoup. Je suis nul, je suis fou. Depuis
qu'on m'a posé le diagnostic, il y a des gens, voilà, ils s'identifient vraiment. Et ça leur colle, et vous n'êtes pas qu'une maladie. C'est vraiment important. Et même si le psychologue, voilà, d'orientation analytique, il va travailler avec elle sa perception des choses de la vie, ses représentations, elle pense, cette patiente, j'ai mis exprès pour l'exemple du privé, que le psychologue il lui fait des compliments juste parce qu'il est payé. Il valorise ses compétences juste pour ça. Alors que non, nous on n'est pas là pour juger. Si on vous dit quelque chose techniquement, effectivement, ça peut être pour vous remonter le moral, mais c'est quelque chose qu'on voit. Moi, je vais pas faire des compliments faux non plus à un patient. C'est voilà. Mais voilà. Là, je vois. Oui. Qu'est-ce que c'est la psychothérapie analytique? Il y a tellement de mots qui s'associent à la psychothérapie. Qu'est-ce que c'est? Alors. Mais non, parce qu'il y a la psychanalyse. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est lié à la psychanalyse? Est-ce que c'est lié à alors, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Je peux répéter et puis vous renvoyer aussi aux petites brochures qui sont là. Je disais de Psychom qui détaillent vraiment point par point. Il y a les psychothérapies, une deuxième brochure, les psychothérapies analytiques, qui différencie bien tout ça. Je fais résumer, puis si on a un peu plus de temps à la fin, je pourrais détailler un peu plus avec plaisir. Parce que sinon, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine conférence. Effectivement. Mais alors, psychothérapie analytique, alors il y a des bases de psychanalyse. Le psychothérapeute analytique, il a été formé en psychopathologie, donc c'est les maladies psychiques, à la psychanalyse et toutes les théories, et puis des choses plus récentes aussi. C'est à différencier de la psychanalyse, c'est-à-dire que là, les entretiens que je fais moi en tant que thérapeute analytique, c'est en face à face. J'interviens beaucoup plus qu'une psychanalyse. Je ne peux pas donner mon avis aujourd'hui sur la prise en charge en psychanalyse d'un patient bipolaire parce que j'ai pas cette expérience, parce que je ne suis pas psychanalyste. Voilà, il y a des écrits sur le sujet, mais je suis pas spécialisé là-dedans. Même si voilà, j'ai des théories psychanalytiques voilà, dans ce que j'ai utilisé. Je vais avoir aussi d'autres approches. Mais voilà, donc ça se passe en face à face, j'interviens beaucoup plus. La psychanalyse, si vous voyez un petit peu, le patient s'allonge, le thérapeute reste dans le silence, il fait des interventions qui vont être plus espacées. C'est un autre travail qui se fait pour se renvoyer pour le renvoyer à lui-même. Et voilà, c'est quelque chose d'un travail plus régressif qui... Voilà, moi je ne sais pas, je vous dis, j'ai pas l'expérience, c'est très long, effectivement, la psychothérapie analytique aussi. Vous avez quand même une opinion sur, si on peut se permettre... Ah oui, moi je pense que la psychanalyse, bien sûr, elle est utile à beaucoup de gens. Après, je vous dis, au niveau de la bipolarité, là il faudrait peut-être demander des témoignages que moi j'ai pas, j'ai que un petit peu de littérature. Ça renforce l'angoisse. Tout à fait, parce que je pense par exemple effectivement à une patiente qui ne peut pas, qui a fait cette expérience-là, elle pouvait pas s'allonger. Donc elle a arrêté. Enfin, c'était trop compliqué. C'est compliqué aussi d'avoir, quand on n'est pas stabilisé. Je pense que voilà, les mouvements que ça peut induire, ça peut être très compliqué. Il faut surtout que chacun y trouve son compte, c'est-à-dire en fonction de ses attentes et de ses difficultés. Il faut trouver, on parlait du psychiatre tout à l'heure, mais il y a une relation, il y a quelque chose qui se passe comme avec le psychiatre, c'est quand même pas pareil qu'un médecin ayant une autre spécialité. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la relation et qui doit passer positivement. D'accord ? C'est un peu pareil avec les psychothérapies, c'est-à-dire tout dépend des attentes du patient. Qu'est-ce qu'il cherche ? Quel est son but et son objectif pour trouver la bonne psychothérapie ? Et après, qu'est-ce qui lui correspond, lui ? À lui, dans ses... Souvent, le patient n'a pas d'objectif. Il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Alors, et je voulais vous dire qu'il y a un dialogue nécessaire entre le psychiatre supposé savoir, celui qui a la connaissance, et celui qui est un apprenti quelque part, qui est le soignant. C'est très intéressant parce que c'est exactement l'objet de l'éducation thérapeutique. C'est que justement, le psychiatre ne peut pas... C'est ça la théorie de l'éducation thérapeutique, c'est que le psychiatre, le soignant, ne peut pas savoir à la place du patient ce qui est bon pour lui. Vous comprenez ? Nous, on sait ce qui est bon pour la maladie, c'est-à-dire basé sur un nombre d'études important. Donc, c'est-à-dire qu'on prend... C'est scientifique, la médecine. Les psychiatres sont des médecins, donc on s'appuie sur des études et donc on prend des échantillons de patients. Donc, on va prendre 1000 patients, 2000 patients, 10 000 patients. Et voilà, et on va leur dire, chez la plupart, pour une grande majorité, le traitement qui a mieux répondu, qui a eu le plus d'efficacité,
c'est celui-là. Est-ce que ça veut dire que c'est le meilleur traitement pour un patient en particulier? Je ne sais pas. Il faut l'essayer. Je sais que je vais avoir plus de chances de le stabiliser avec ce traitement-là, mais est-ce que c'est bon pour lui? Je ne sais pas. Donc, quand on me dit, docteur, dans combien de temps je vais pouvoir reprendre le travail? Mais je n'en sais rien. Je peux dire qu'une dépression, ça dure en moyenne 3 mois, 6 mois, 3 mois si on a de la chance qu'on trouve le bon traitement, 6 mois si ça traîne un peu, 8 mois en général si on n'a pas trouvé le bon traitement et que c'est le cours naturel de l'évolution d'une dépression sans traitement. Mais je n'en sais rien pour vous, combien de temps ça va durer et quand est-ce que vous allez prendre le travail. Je ne sais pas quel traitement va vous correspondre et je ne sais pas quelle psychothérapie va vous faire du bien. On propose... Le psychiatre a une certaine idée quand même. Oui, on propose, on n'impose pas. Et c'est pour ça, voilà, par exemple, là, en éducation thérapeutique, on expose un petit peu, chacun amène ses expériences et chacun s'approprie ou va essayer ce qui lui convient. Non, mais à la base, dans l'ARS, il y a des médecins qui ont réfléchi à la question. Il y a un recul théorique qui fait qu'on voit que pour les bipolaires de type 1 ou de type 2, il y a la méditation, MBCT, qui réduit les dépressions des phases dépressives des bipolaires de type 2. Il y a les TCC pour les types 1, et peu de psychanalyse, peu d'hypnose, et peu de relaxation analytique, technique Vishen-Sapir, ou peu de sophrologie, enfin peu de choses comme ça. Voilà. Et donc, effectivement, dans le privé, on fait ce qu'on veut. Dans les psychiatres et les psychanalystes, l'ARS ne les contrôle pas. L'arsenal thérapeutique et conceptuel est libre de choix. C'est ce que je voulais vous dire. Et pour que le public comprenne bien, l'ARS a une prérogative scientifique, de prospective. Et c'est ça qui est important à comprendre. C'est qu'on fait la synthèse des choses. Exactement. Alors que dans le privé, on ne le fait pas. Donc on expérimente les choses et il y a très peu de recul par rapport au privé. Alors, et une dernière chose, il faudrait que les structures publiques fassent un lien, parce que probablement les budgets se réduisent d'année en année, et conseillent à des gens qui sont dans la liste d'attente dans la CMP de voir le bon thérapeute privé, psychanalyste, psychiatre, psychothérapeute, qui est en général remboursé, et à savoir aussi un psychologue pour certaines spécificités. Mais il devrait y avoir un contact, un dialogue public-privé. Or, les CMP vous disent, débrouillez-vous dans le privé. Moi, j'ai voulu faire de l'EMDR en privé. Alors, on n'a pas le droit légalement, par exemple, déjà d'orienter chez une personne en particulier. Je ne sais plus comment on appelle ça, c'est un problème de concurrence, il y a un mot pour ça. Oui. Voilà, c'est ça, c'est la concurrence déloyale. Conflit d'intérêt. Et l'ARS, l'HAS aussi, recommande, c'est des recommandations, et recommande l'éducation thérapeutique. En parallèle, on entend tout ce que vous dites, il y a des recommandations sur des choses précises, mais elle recommande aussi l'éducation thérapeutique, où on est là pour proposer, parce que justement, ils ont remarqué aussi que quelque chose ne va pas correspondre forcément à tout le monde par rapport des fois à la psychanalyse. Et entre-temps, on m'avait posé une question, j'ai une étude qui m'est revenue, c'est difficilement quantifiable parce que c'est vrai que ça se fait beaucoup dans le privé. Dans le public, il y a de moins en moins de psychiatres psychanalystes ou de psychologues psychanalystes. Et donc, c'est plus difficile de faire une étude. Il y a une étude qui a été faite, je crois, il y a 30 ans de Benson, c'est Benson, qui avait fait une étude sur les effets du lithium chez les patients bipolaires, plus de la psychanalyse. Ça, on en parle dans le livre sous la direction de Jean-Michel Aubry, qui est venu il n'y a pas longtemps, Psychologie des troubles bipolaires. Bon, ça, il y a des articles, des références, on m'a posé la question tout à l'heure, qui peuvent être trouvées. Et du coup, pour finir, donc, parce qu'il y avait plusieurs choses qui se mélangeaient dans votre intervention, mais effectivement, le rôle du psychiatre, c'est de dire ce qu'on connaît au niveau scientifique, c'est de dire, effectivement, la méditation a prouvé son efficacité pour diminuer le trouble anxieux qui va être une comorbidité associée fréquemment aux personnes qui ont un trouble bipolaire, etc. Et donc, ça peut améliorer indirectement le trouble bipolaire, tout à fait. Donc, ça, c'est l'information. On se doit de donner une information scientifique. Voilà, sur tout ce qui existe. Après, on ne peut pas imposer et on ne peut pas être sûr que ce qu'on propose ou ce qu'on vous dit va être efficace chez vous. Voilà. Oui, ça conclut à ce que le patient partage le savoir médical. Le savoir médical, c'est ça l'éducation thérapeutique. Voilà, c'est rendre le patient capable de choisir parce qu'on lui a donné toutes les informations
pour le rendre compétent dans ses choix. Exactement. Donc j'ai rien mélangé là. Vous voyez, j'ai rien mélangé. C'est bon, tout va bien. Donc, on reprend avec Roberta. Donc, du coup, le psychothérapeute, là, il l'a orienté, il lui propose, on propose toujours éducation thérapeutique, mais comme les psychothérapies aussi, on propose, on n'impose pas. Hein. Il lui a donc proposé là, de participer à un programme d'éducation thérapeutique pour mieux vivre avec son trouble bipolaire. Donc avec les objectifs, je vais passer un petit peu plus vite pour pas les répéter, qu'on a déjà dit, améliorer la qualité de vie, développer et valoriser des compétences, travailler ses représentations. À main levée ici, qui est bipolaire? Alors ça fait beaucoup de personnes. Alors nous on commence nos séances d'éducation thérapeutique en général par toujours, c'est le petit rituel par une présentation. Les gens se présentent et ça commence souvent à la première séance par je m'appelle Chantal, je suis bipolaire. Non, vous n'êtes pas bipolaire, vous souffrez d'un trouble bipolaire. C'est un des travaux qu'on va faire en éducation thérapeutique. C'est une petite nuance de vocabulaire, mais qui, au niveau du signifiant, c'est tellement important de faire ce petit effort pour vous, pour votre entourage. Ça paraît pas comme ça, mais les gens entendent ça et ils ne vous voient plus comme une maladie. Je vois des yeux interrogateurs. Donc, est-ce que quelqu'un qui a un cancer dit « je suis cancéreux » ? Non, personne ne dit ça. Non, on dit « j'ai un cancer ». Alors pourquoi vous dites « je suis bipolaire » au lieu de dire « j'ai un trouble bipolaire » ? Parce que c'est plus court. Et bien donc là, encore une fois, on attaque les représentations. Je suis d'accord avec Et du coup, vous incarnez la maladie. Donc on ne va pas revenir sur tout ce que ça implique derrière, mais voilà. Vous dites, évidemment. Et voilà. Oui, et donc, et ça va changer. La manière de véhiculer ça, ce message-là, est très important. Si vous changez votre discours, vous changez aussi le discours des autres et la manière qu'ont vos proches et la société de vous voir. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas bipolaire, c'est comme avant de classer les gens en disant bah il est fou, je suis fou. Bah voilà, c'est pour ça retrouve ça dans le discours des gens. Je suis bipolaire, ça revient à dire je suis fou. Bah non, en fait, vous êtes vous et vous avez un trouble qui de temps en temps se manifeste, mais pour lequel vous mettez beaucoup de choses en œuvre pour que justement il se manifeste moins. Comme quelqu'un qui a un cancer, vient faire sa chimiothérapie tous les 15 jours à l'hôpital. Ça revient sans arrêt dans les maladies psy, c'est je suis. Exactement. Donc vous voyez bien la stigmatisation des maladies mentales, des maladies psychiques. D'accord ? Si je peux me permettre. Oui. Ce que je trouve très douloureux des autres, c'est que aussi c'est une maladie invisible. Et Pas si invisible que ça. C'est souvent ça d'ailleurs qui vous dérange. Exactement. Ouais. elle empêche la souffrance. Et donc les personnes, j'imagine que c'est la même chose pour les autres maladies. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Donc du coup, voilà, les représentations, voilà, on les travaille, et puis c'est quelque chose qu'on travaille aussi en psychothérapie. Mais là, dans cette petite vignette clinique de Roberta, merci, ça va me permettre, moi, en tant que psychothérapeute, de pouvoir reprendre des choses avec elle que j'ai essayé de lui faire passer, mais qui passent beaucoup mieux en groupe. On sait que le groupe, ça a toujours un effet, on se sent moins seul. Il y a un partage d'expérience en éducation thérapeutique. On se renvoie des choses. Il y a des discours qui se ressemblent. Ah bah tiens, finalement, le psychologue, s'il m'a dit ça, c'est pas juste parce qu'il est payé, parce que finalement, les autres me disent aussi la même chose. Je suis pas toute seule à être comme ça. Il y a des choses qui se ressemblent et puis il y a des choses qui diffèrent. C'est pour ça qu'après, grâce à l'éducation thérapeutique en groupe, les patients comprennent qu'ils ne sont pas bipolaires, sinon ils seraient tous les mêmes. Ils ont tous un trouble bipolaire et ils ont tous aussi des manifestations différentes des troubles bipolaires et ils sont gênés par des choses qui sont complètement différentes. Voilà. C'est pas la même chose qui gêne les patients d'un patient à l'autre. Et puis ça me permet aussi, je pense à un autre exemple, entre séances, il y a différentes séances. Il y a par exemple une séance sur les addictions. Il y a une patiente qui a pu me parler de ses addictions. On a repris ça. C'est quelque chose dont elle ne parlait pas, mais qu'on a pu retravailler parce qu'elle s'est sentie moins seule. Et puis de l'influence après sur le trouble bipolaire. C'est des choses, ça donne un autre souffle, une nouvelle dynamique aussi à la psychothérapie. C'est vraiment important pour revenir à la complémentarité qu'on a évoquée tout à l'heure.
Je vais faire un petit peu rapide. Donc, elle a suivi le programme Roberta d'éducation thérapeutique en même temps que la psychothérapie. Il y a des gens qui font en parallèle, avant, après, chacun a son parcours. Il n'y a pas de schéma type. Après le programme, du coup, elles sont moins nulles ou folles parce que elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas toute seule à vivre ça. Elle s'est fait des amis parce qu'il y a des gens des fois qui font plusieurs séances à la suite en même temps. Il y a des liens parce qu'on a un côté convivial, on est autour d'une table, on a du café, des gâteaux. Voilà, c'est des gens qui partagent des choses intimes. Et puis après qui se raccompagnent chez eux, qui deviennent amis, qui vont à Argos ensemble parce qu'on a aussi Annie Labbé qui vient à une séance. Voilà, c'est vraiment du lien qui se crée. Il y a des gens vraiment qui sont en souffrance, qui sont isolés, et ça permet aussi ça, l'éducation thérapeutique, de retrouver ce lien. Voilà, et puis elle continue sa psychothérapie pour traiter des problèmes personnels, Roberta. Voilà. Une citation aussi, moi que je trouve qui illustre bien justement notre travail là avec l'éducation thérapeutique, c'est Christian Jean-Claude, pour le coup un psychanalyste, qui a écrit dans un article Psychanalyse et éducation du patient. Vous tapez les mots tels quels sur Google, l'article on le retrouve tout de suite s'il y a des gens que ça intéresse. Il a fait un article justement sur des théories un peu psychanalytiques qu'il a liées avec le TP. Et il nous dit notamment que toute personne, quel que soit son niveau de culture, a droit à une information éclairée et honnête, diminuant le risque d'une infantilisation, situation humiliante pour le malade et lourde à porter pour le personnel soignant et l'entourage. C'est vraiment quelque chose qu'on fait passer en ETP, et ça fait écho aussi à la loi du 4 mars 2002 qui dit que le patient, il doit être reconnu aujourd'hui comme un acteur de sa santé. Il est partenaire, justement, parce qu'on balance encore malheureusement des fois certaines choses, faites ci, faites ça, comme on a pu le dire. Mais voilà, l'éducation thérapeutique, ça vient là appuyer ces textes de loi et puis des pensées telles que celles de Christian Jean-Claude. Voilà, vous êtes partenaire de soins, c'est très important. C'est vous qui êtes au rêne de tout, c'est vous qui faites le plus d'efforts. Ok, donc qu'est-ce que c'est que l'éducation thérapeutique du patient exactement ? Donc là maintenant vous en avez quand même une idée, donc on va synthétiser un peu tout ça. Donc ça vise à aider les patients à acquérir ou à maintenir des compétences. Donc c'est ça, c'est rendre compétent pour qu'ils puissent du coup s'impliquer dans sa prise en charge, de dire s'il est d'accord ou pas. Tant qu'on n'est pas compétent, on ne sait pas, on dit le psychiatre il a dit qu'il fallait faire ça, donc je fais ça. Voilà, donc lui donner les compétences dont il a besoin pour gérer au mieux sa vie avec sa maladie chronique. Ça c'est très important. L'objectif de l'éducation thérapeutique, c'est pas d'améliorer la maladie, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients. Alors, en général, ça passe quand même par améliorer et diminuer l'impact de la maladie. D'accord ? Donc, bien sûr, ça fait partie de l'éducation thérapeutique, mais c'est vraiment vu au sens large et ça intègre la maladie dans la vie du ou des patients. Et donc, pour acquérir ces compétences, elle est organisée sous forme d'activités ou d'ateliers qui comprend également un soutien psychosocial, et les patients sont rendus conscients et informés de leur maladie, des soins, de l'organisation et des procédures hospitalières et des comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a pour but de les aider ainsi que leurs familles. C'est important parce que l'ETP, ça s'adresse aussi aux familles, à comprendre leur maladie et leur traitement, à collaborer du coup ensemble, donc c'est avec les autres acteurs, comme on a vu, le psychothérapeute et le psychiatre, et assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge. Voilà, donc là, ça aussi c'est important. Si les patients n'obtiennent pas la stabilité thymique, c'est peut-être pas juste parce que le psychiatre est incompétent et que le traitement ne fonctionne pas. C'est peut-être aussi que le patient a sa part de responsabilité et que il n'a pas voulu faire de psychothérapie ou que les règles d'hygiène de vie ne sont pas suffisamment mises en place, etc. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'avoir des connaissances et des compétences, ça veut aussi dire qu'à un moment donné, on assume sa part de responsabilité dans l'évolution de sa maladie. D'accord ? Donc, voilà. Pour vous illustrer tout ça, le rôle du traitement médicamenteux dans la stabilité thymique participe à 40%. D'accord ? 40%, c'est pas 100%. Ça veut dire que les 60% qui restent, c'est la psychothérapie et l'hygiène de vie, les sevrages, etc., que met en place le patient. Voilà. Donc, une information orale ou écrite, un conseil de prévention peuvent être délivrés par un professionnel de santé à diverses occasions. C'est ce qu'on disait.
C'est le devoir des professionnels de santé de dire, bah voilà, on sait que ça marche, ça doit vous être proposé, etc. Mais ça n'équivaut pas à une éducation thérapeutique du patient. C'est-à-dire que quand bien même le psychiatre lui dit il faut manger équilibré, c'est vrai. Ça revient à notre histoire du diabétique. Est-ce que le patient sait ce que ça veut dire manger équilibré? Non. Donc on voit bien que ce n'est pas équivalent. Si le patient ne sait pas et qu'il n'est pas compétent pour mettre en place cette alimentation équilibrée, ça ne sert à rien. D'accord? Donc ça ne dispense pas les soignants de délivrer une information. D'accord? L'ETP, c'est en plus, ça s'intègre à la prise en charge. Oui. La question c'est ceci. Quand vous dites maladie chronique, c'est qu'il n'y a pas de guérison possible. C'est ça, c'est toute la vie ou pour un temps mais assez long? Chronique en général, ça veut dire, dans les définitions, c'est plus de 6 mois. Donc on va dire long et potentiellement toute la vie. En gros, l'idée, c'est qu'on ne va pas mettre en place une éducation thérapeutique pour un traitement antibiotique pour une angine. Je comprends bien. D'accord. Donc sur 7 jours, voilà. Un cancer qui est guéri. Un cancer, ça peut être long, donc oui. C'est chronique aussi. Alors les maladies chroniques, elles vont être définies par l'ARS et donc c'est toutes les ALD. Affection longue durée. Voilà, il y a 30 maladies, c'est les ALD 30, il y a 30 maladies qui sont reconnues comme étant des maladies chroniques. Et toutes ces maladies, tous les patients qui présentent une maladie listée dans ces ALD doivent bénéficier d'éducation thérapeutique pour le patient. Voilà. Donc non. Donc juste pour revenir, donc c'est des activités organisées. Donc on a dit que c'était organisé. Ça ne se dispense pas n'importe comment et n'importe quand. Il y a 4 étapes clés un petit peu dans le parcours là pour l'éducation thérapeutique du patient. Comment ça se passe? On reçoit le patient, donc c'est des soignants d'un programme. Ça dépend suivant les programmes. Nous, c'est psychologues, infirmiers, psychiatres qui reçoivent pour élaborer un diagnostic éducatif. Donc c'est un questionnaire un petit peu long quand même parce que voilà, c'est important donc qu'on ait des connaissances sur la personne qu'on reçoit. Dans le cadre de mieux vivre avec son trouble bipolaire, voilà, ça va être des questions un petit peu déjà sur l'humeur actuelle parce que c'est important. On a besoin que le patient soit stabilisé aussi, qu'il se sente bien. Savoir pourquoi il vient aussi, qu'il ait envie, parce qu'on ne va pas imposer, sinon ça ne sert à rien. On recueille les besoins, ses attentes, ses objectifs personnels qu'on va élaborer avec lui. Pour lui proposer quelque chose d'adapté. Dans le diagnostic éducatif, on a aussi un petit peu des questions par rapport à nous, les séances qu'on a et les objectifs, c'est-à-dire des questions sur la dépression, sur le traitement. Ça nous permet de savoir si le patient connaît son traitement ou pas. Et moi, dans ceux que j'ai fait, c'est rare quand même que des fois les personnes savent pourquoi on a prescrit tel ou tel médicament. Des fois, ils les mélangent. Ça, c'est mon anxiolytique. Non, ça c'est pas l'anxiolytique. Donc ça c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir parce qu'on adapte aussi nos séances en fonction de ce qu'on va recueillir à chaque fois, en fonction du groupe qu'on a. Voilà, sur la manie, la dépression, connaître les connaissances. Je m'oublie peut-être un petit peu, mais voilà, c'est un questionnaire un peu long, mais c'est important, c'est ce qu'on entend, mais c'est vrai que c'est important quand même. Donc on définit avec lui le programme. On planifie avec lui des séances, c'est-à-dire qu'à l'issue du diagnostic éducatif, on propose la liste des séances qu'on a du programme. Moi, dans celui où je suis, il y en a 14. Le patient, donc on lui propose toutes. Il y en a qui vont l'intéresser. Des fois, il y a des personnes qui prennent tout, d'autres qui veulent certaines séances. Et nous, avec ce qu'on a recueilli, et puis les objectifs du patient qui nous a dit, on va lui conseiller pour atteindre certains objectifs des séances ou aussi par rapport à ce qu'on a entendu, des séances qu'on pense qui pourraient lui être vraiment très utiles. Voilà. Après, on n'impose pas. C'est vraiment un programme à la carte. Ça dépend des programmes d'éducation thérapeutique. Il y en a qui obligent à avoir un module sur les phases de la maladie, par exemple, et le traitement. Et le reste au choix. Ça dépend. Nous, c'est tout au choix. C'est un choix qu'on a fait. Il y a des personnes, c'est le temps de se sentir à l'aise, qui reviennent après pour s'inscrire aux autres séances. On propose des séances de renforcement parce que je suis venu, mais j'étais pas concentré, j'étais pas à l'aise. J'ai besoin ou de 2 ans après, même si notre programme est jeune, mais de refaire une séance, un rappel, c'est possible. C'est ce qu'on appelle les séances de renforcement, de refaire les séances. C'est un programme à la carte.
Et puis, à la fin, du coup, on réalise une évaluation individuelle avec le patient. C'est-à-dire que nous, on va collecter un petit peu toutes les écrits des collègues qu'on a mis au fur et à mesure des séances. Et puis, on fait le point avec le patient. Son ressenti, on le fait aussi au fur et à mesure du programme, mais on fait à la fin un bilan, c'est très important. Comment il s'est senti? On lui refait passer un questionnaire éducatif pour savoir si, à la fin du programme, le patient a retenu ou pas. Parce que des fois, on retient au moment du groupe. Que des choses où juste il se sent mieux, parce que c'est pas qu'une question de connaissance. On lui dit quelle est votre morale actuelle. Est-ce que ce programme d'éducation thérapeutique il vous a fait vous sentir mieux? Voilà, parce qu'encore une fois, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens, de se sentir moins mal à l'aise avec sa maladie, etc. Donc c'est pas du tout qu'une évaluation de connaissance. C'est aussi une évaluation de qualité de vie. Ouais. Et puis voilà. Je pense à une situation où il y a une patiente du coup que j'avais vue au premier diagnostic éducatif. Le diagnostic ça avait été compliqué pour elle. Elle se disait je pourrais plus peut-être pas accéder à la maternité, plein de questionnements comme ça. Ça me freinait dans mes projets, je vais plus pouvoir travailler. Bon, elle a pu partager d'expérience, faire un travail personnel aussi. Mais le TP, le partage d'expérience, ça a changé sa représentation des choses. Ce qu'elle m'a témoigné, j'ai trouvé ça très positif et très beau, c'était que elle voyait plus la maladie comme un frein à ses projets de vie. Ça, c'est super important pour nous. C'est un des objectifs, c'est que vous puissiez de nouveau acquérir à une meilleure qualité, retrouver la capacité à agir pour votre vie, améliorer la qualité de vie. On propose des choses. Après, on donne des cartes, mais c'est aux patients après de les utiliser. C'est pas potion magique comme on l'a dit, c'est après on propose des choses, on parle de différentes thérapies, de la méditation, mindfulness, tout ça, c'est aux patients d'utiliser après, bien sûr. Oui. Le travail le plus dur. Votre programme, il est de quelle durée standard entre guillemets? Alors nous, c'est 14 séances à raison d'une séance par semaine. Donc moi, c'est sur lui de mon hôpital, qui est destiné aux patients essoniens. Ça, on va en reparler parce que c'est par secteur. Et on s'arrête pendant les vacances scolaires, mais c'est une séance par semaine. Voilà. Il n'y a pas que notre programme qui est bien, donc c'est ça. Oui. Notre expérience de ce qui pourrait ressembler à un ETP, c'est 5 semaines maximum d'hospitalisation, et puis après. Ah oui, d'accord. J'ai découvert là en lisant les cartes que c'est ce qu'il a fait, mais sur 4 semaines. Sur 4. Plus ou moins étalé sur 4 semaines. D'accord. Oui, parfois ça se fait en condensé. Je suis sorti, effectivement, jusqu'au bilan, etc. Mais à la sortie, c'était maintenant, il faut trouver un psychiatre pour pouvoir continuer le traitement qui a été mis en place. Ouais. Éventuellement trouver un psychothérapeute, etc. Alors, galère psychiatre, galère psychologue. Oui, parce que tout à l'heure, j'entendais comment trouver, comment savoir. Déjà, comment trouver, il faut déjà en trouver un. Et pourtant, on est en banlieue parisienne, on n'est pas au fin fond. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Oui, parce qu'on va plus loin dans l'Essonne, c'est compliqué. Nous, il y a des gens qui viennent de la campagne essonnienne jusqu'à nous. Et ça, oui. On a eu la connaître. On ne peut pas répondre à toutes vos questions, mais on va répondre à la question de comment trouver un programme d'éducation thérapeutique. On va peut-être garder certaines questions pour la fin, peut-être. Oui, c'est bien. Ouais. Oui, mais quand c'est une question. Tous les jours, tous les après-midi pendant 3 mois. Ça fait beaucoup. Je sais pas du tout. J'y suis allée, j'ai été reçue en rendez-vous. Et donc il y a deux programmes. Un qui concerne la psychoéducation. Et aussi, quand j'ai regardé sur Internet, il est spécifié que c'est un centre, c'est un hôpital de jour. Puisque voilà, c'est. Et aussi, ils ont un programme de réinsertion professionnelle et sociale. D'accord. Alors là, donc effectivement, en fait, je comprends mieux aussi, c'est-à-dire que j'allais vous dire que tous les jours sur 3 mois, ça veut dire que déjà ça cible tous les patients bipolaires qui n'ont pas de travail, donc qui ne sont pas insérés socialement. Donc à la limite, déjà c'est beaucoup plus cohérent aussi de faire un peu le lien avec un problème de réinsertion professionnelle. Voilà. Parce que clairement, dans ce programme-là, il n'y a pas de patients qui travaillent.
Ou alors, il faut être en arrêt de travail. Si, parce que ça va être mon cas. C'est-à-dire qu'on peut justement avoir un poste à l'énergie. Oui, un mi-temps thérapeutique, pouvoir suivre des soins. Voilà, mais encore faut-il que le mi-temps thérapeutique soit tous les matins. Oui, ça, vous ne pouvez pas l'imposer à votre employeur. C'est l'employeur qui décide des plages horaires. Le médecin décide du temps de travail, donc du pourcentage de temps travaillé, et l'employeur décide de quand vous les faites. Alors, visiblement, ça dépend des emplois, des employeurs surtout. Parce que, exactement. Voilà. Oui. Il y en a certains qui le permettent. Donc, nous sommes tous inégaux. Tout à fait. C'est vrai. À cette maladie. Oui, c'est vrai. Une maladie de luxe. On est d'accord? Un peu. Comme alors, toutes les maladies, je pense. Voilà, comme toutes maladies. Bon. Après, on ne va pas hiérarchiser les maladies, mais il y en a certaines qui sont mieux prises en charge. Ça, je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Par rapport aux thérapeutes, ce dont on parlait tout à l'heure, il y a les CMP, effectivement, qui prennent en charge totalement. C'est ce que j'ai fini par être suivi là-bas. Et quand on est suivi par un thérapeute, enfin un psychologue, j'entends, dans le privé, c'est très cher. C'est pas pris en charge. Oui, ça on est d'accord. Après on n'a pas de réponse à ça. C'est vrai que c'est des problèmes politiques et sociétaux là, mais vous avez raison. C'est juste, J'ai une question. Est-ce que dans l'éducation thérapeutique, il y a par exemple le cycle Lieberman d'observance en atelier groupal, à regrouper, des médicaments, observance des médicaments et partage d'expériences autour des médicaments, au-delà d'un dialogue individuel entre le psychiatre et puis aussi, est-ce que, je n'arrive toujours pas à le savoir et à le mémoriser, est-ce que pour les bipolaires de type 1 et 2, il y a une forme de remédiation cognitive? Non, là ça c'est pareil, je ne sais pas comment répondre à ça. Après, pour votre question sur est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'on partage notre expérience vis-à-vis des médicaments? Oui, c'est le principe de l'ETP, mais encore une fois, chaque programme d'éducation thérapeutique est monté différemment par les personnes qui le montent et par les objectifs. C'est-à-dire que pour le coup, le programme d'éducation thérapeutique qu'on a monté donc, avec une équipe pluridisciplinaire sur le CMP, en fait, on répond à nos objectifs à nous. On s'est dit, selon nous, qu'est-ce qui est important de faire passer comme message aux patients? Qu'est-ce qui est important de leur apporter dans leur vie de tous les jours pour améliorer leur qualité de vie? C'est complètement subjectif, c'est-à-dire que chacun, après, monte son programme comme il veut. Donc nous, je vais vous montrer tout à l'heure quels objectifs on a choisis et comment, après, on a décidé de monter notre programme. Mais après, si d'autres soignants ont d'autres objectifs, ils vont monter leur programme différemment. Et donc, cette discussion et ces échanges par rapport aux médicaments et la manière d'aborder le traitement, elle est différente d'un programme à l'autre. Et ça fait aussi toute la richesse des programmes. Je comprends. Mais ça, c'est votre cuisine intérieure. Tout à fait. Nous, en tant que soignants, on aimerait connaître, par une vulgarisation médiatique, médiatisée, je dirais, votre thématique de groupe qui vous inspire. C'est-à-dire que dans l'Essonne, il y a une certaine problématique, dans le 16e arrondissement, il y a une certaine problématique. Quels sont vos paramètres d'analyse pour définir un programme qui, je l'avoue, est très pragmatique, et ça, je vous en suis reconnaissant. C'est-à-dire que c'est très praxéologique et pragmatique. Alors souvent, les programmes d'éducation thérapeutique, ils sont montés à partir de groupes focus de patients. C'est-à-dire que... un groupe focus? Eh ben voilà, donc je Petite seconde. Donc un groupe focus, c'est-à-dire qu'on prend un échantillon de patients, donc notamment nos patients cibles. C'est comme si on montait une étude en fait. Donc si on veut faire un groupe d'éducation thérapeutique pour les patients bipolaires en Essonne, on prend un groupe de patients qui ont un trouble bipolaire et qui résident en Essonne. Voilà, on leur demande de venir. On leur dit nous on est en train de monter un programme d'éducation thérapeutique. Quelles sont vos problématiques? Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse de savoir? Qu'est-ce qui est difficile pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez que ça vous apporte? Voilà. Alors après, bien sûr, alors ce n'est pas arrivé, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais j'imagine que si on présente le programme à un patient et qu'il nous dit non mais moi ça m'intéresse pas du tout, tout ce que vous me dites c'est naze et j'en ai pas besoin,
mais encore une fois, il n'est pas obligé. Il peut partir. Oui, et il peut aller chercher un autre programme s'il veut un autre programme. C'est-à-dire que vous mettez en exergue le facteur sociologique, éducationnel, le niveau d'études des personnes, beaucoup de facteurs qui vous permettent d'ajuster et de concevoir un modèle, un modèle de TP. Ouais. Et ça, c'est aussi l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire que même entre chaque groupe et entre chaque séance, on doit s'adapter donc aux patients. Et donc au niveau culturel, au niveau éducationnel, etc. Alors après, on ne peut pas répondre à tout parce qu'effectivement, on est en groupe et que, nous, en l'occurrence, c'est un programme de groupe. Et donc, on ne peut pas s'adapter exactement à chacun. Mais les séances, même si elles ont les mêmes objectifs, les mêmes thématiques, souvent, elles ne se passent jamais de la même manière. Et puis parce que les questions des gens vont être différentes aussi pendant la séance. Donc, il y a une séance où tout est fait totalement dans le désordre parce que c'est pas venu comme ça. Du coup, même moi, j'étais perdue. Mais ça arrive. Dernière chose. Parce que là, on n'a plus beaucoup de temps. Ouais, je sais pas quelle heure il est, mais... Ce qu'on voulait vous montrer, par exemple, vous avez posé une question sur les traitements, on voulait vous montrer des séances et notre matériel. Et là, c'est vrai que ça va être un peu short. On voulait vous faire participer. On arrête les questions. Ok, on arrête les questions. Plus de questions. C'est bon. Donc du coup, on a répondu un petit peu au fur et à mesure, mais à qui s'adresse un programme d'éducation thérapeutique? Donc on l'a dit, il y a les affections longue durée. Voilà, c'est parce que il y a ETP, diabète, MST, suivant ou parce qu'il y a aussi des priorités régionales, addiction, tout ça qui sont pas dans la liste des maladies chroniques, mais il y a des programmes qui existent. Il faut que la personne ait reçu le diagnostic de trouble bipolaire, et puis nous on donne pas le diagnostic. Faut que ce soit un médecin psychiatre qui ait posé le diagnostic. Et donné. En fait, c'est ça qu'on veut vous dire, c'est-à-dire que en psychiatrie, avant, il était assez fréquent qu'on ne donne jamais le diagnostic aux patients, notamment pour les schizophrénies. Donc le psychiatre savait très bien que son patient avait une schizophrénie, mais il lui disait jamais. Parce que, alors c'était, les gens qui ont cette manière de faire, c'est bienveillant. Je suis un peu perturbée par cette personne. Ouais. Donc c'était assez bienveillant, c'était surtout pour éviter la stigmatisation de la maladie au niveau de la société. Si on ne dit pas à un patient qu'il a une schizophrénie, il ne se considère pas comme ça et du coup il ne se sent pas stigmatisé par la société. Ça pose certains problèmes selon moi, c'est que si on ne dit pas à une patiente qu'il a une maladie, je ne vois pas comment il peut se traiter. On reprend l'exemple du cancer, mais qui parmi vous a envie de faire une chimiothérapie? Personne. En revanche, si on vous dit vous avez un cancer, on peut éventuellement vous guérir avec une chimiothérapie. Est-ce que vous y allez? En général, oui. C'est un peu la même chose. C'est normal qu'un patient ne prenne pas un traitement, surtout que, on va pas se mentir, il y a quand même des effets secondaires des traitements. On le supporte si on sait qu'on a une maladie et que ça peut améliorer notre maladie. D'accord? Donc nous, on ne prend pas en éducation thérapeutique des patients à qui on n'a pas fait l'annonce du diagnostic. Après, qu'il l'ait accepté ou pas, ça c'est autre chose. On peut prendre des patients qui nous disent le médecin m'a diagnostiqué un trouble bipolaire, moi je suis pas du tout d'accord avec lui, ça aucun souci. Vous n'êtes pas d'accord, venez en éducation thérapeutique et vous verrez si ça vous parle, ce qu'on vous dit ou pas, si vous vous reconnaissez avec les autres patients ou pas. Donc le déni des troubles ou la non-reconnaissance des troubles, ça c'est pas un souci. Mais il faut que le diagnostic ait été posé, c'est un peu gênant de dire à un patient vous n'étiez pas au courant, en fait votre psychiatre il nous a dit que vous aviez un trouble bipolaire. D'accord? Donc on demande que le patient soit stabilisé, c'est important. Si jamais le patient nous dit de lui-même ou que nous on remarque que il y a quelque chose qui va pas très bien, que ça va perturber là un petit peu, on va dire son apprentissage au niveau du groupe, on va lui proposer de reprogrammer la séance. Ça, il n'y a pas de problème, on repropose. Il y a des critères d'âge. Pourquoi? Parce que c'est des dossiers, comme on a dit, qui sont. Il y a beaucoup de critères de loi. Donc dans notre dossier, le programme dépose des critères au niveau de l'âge en général. Bon, nous, on a fait quelque chose de très large. Je sais plus, c'est 16-18 jusqu'à 70, 80, je sais plus, mais il y a des critères suivant les programmes. Et puis des secteurs. Parce que le TP, ça dépend du département ou de la région. Donc il y a ces critères-là toujours à vous renseigner. Et puis, c'est aussi le TP pour les parents ou aidants. Il y a des séances, donc il y a Annie Labbé qui vient à la séance aidant, nous, du programme à Barthélemy Durand. Et le TP, donc on le répète, mais ça va être proposé par un professionnel de santé.
Ça n'est pas imposé, il n'y a pas besoin d'une prescription médicale ou sur votre initiative parce que vous avez vu une affiche, parce que bouche à oreille. Hein. Mais après, il faut rentrer dans les critères, effectivement, voilà, ou de département, de ce genre de choses. Mais vous avez tout à fait le droit, aujourd'hui, il y a la loi, des recommandations, de demander à participer à un programme d'éducation thérapeutique. C'est-à-dire ? Et on va voir qui concrètement ? Je crois que c'est celle d'après. Ok, donc comment on fait concrètement ? Donc, encore après. Mais... Ouais, ça reste ça après. Donc concrètement, la démarche, donc c'est effectivement d'appeler un centre qui fait d'éducation thérapeutique, voilà, pour pouvoir inclure le programme. Et du coup, en général, on vous propose un premier entretien pour faire le diagnostic éducatif, donc dont on a parlé tout à l'heure. Et donc je vais passer assez vite pour élaborer ensemble un programme thérapeutique individuel qui va correspondre aux attentes du patient. Encore une fois, comme ça doit s'adapter au patient. Si on a une séance addiction mais que le patient n'a aucune addiction, il n'est peut-être pas obligé de venir à la séance addiction, sauf si ça l'intéresse. Donc voilà, donc c'est vraiment, on s'adapte aux attentes et aux besoins des patients. Voilà. C'est souvent le cas en psychiatrie, les ateliers se déroulent par groupe, mais il faut savoir que l'éducation thérapeutique, ça se fait aussi en individuel. Mais c'est vrai qu'en psychiatrie, le groupe, c'est quand même assez riche. Et donc, voilà. Donc après, parfois, c'est des programmes où il y a tout le temps les mêmes patients qu'on regroupe, qu'on retrouve de semaine en semaine, et du coup, le groupe est tout le temps constitué des mêmes patients. Nous, comme c'est un programme à la carte, les groupes, souvent, ils diffèrent. On retrouve quelques têtes connues, mais il peut y avoir des nouveaux qui viennent avec une séance, ou qu'on fait le programme d'avant qui rattrape une séance qu'ils n'ont pas pu faire, etc. Donc, les groupes changent. Parce que voilà, on parlait de la problématique du travail, il y a des gens voilà, qui peuvent que quand ils posent des RTT, donc ils viennent des fois, ça prend l'année, mais ils font le programme voilà, quand ils peuvent. Alors du coup, qui la dispense, cette éducation thérapeutique ? À votre avis ? Bien joué pour celui qui a répondu les patients, c'est très bien. Vous avez bien écouté que c'est le patient qui fait la séance d'éducation thérapeutique. Ok, d'accord. Bon. Sinon, qui d'autre ? Donc le patient participe très activement. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure parce que parfois j'oublie, mais en éducation thérapeutique, normalement, il y a 80% du temps de parole qui est donné au patient. Moi, j'avoue, j'ai dit mal, je suis une pipette. Mais non, on essaie quand même de faire participer beaucoup les patients. Donc, il y a qui dans cette éducation thérapeutique ? Je connais des gens dans cette salle qui ont fait les programmes de psychoéducation thérapeutique et d'éducation thérapeutique avec moi. Donc, qui c'est que vous avez vu comme intervenant ? Ouais, notre psychiatre, psychologue, oui. Psychiatre, psychologue. Qui d'autre ? Pourquoi on parle de psychologue ? C'est parce que dans les 4P, on parlait de psychothérapeute, mais pas de psychologue. Pareil, vous voulez dire que c'est la même chose dans les 4P ? Quand vous disiez psychothérapeute, vous disiez... Je crois qu'on a mis et psychologue et psychothérapeute comme... Ouais. Je crois qu'on l'a mis. Peut-être on pourra revenir si on a le temps. Mais... en fait, bon, du coup, on voulait vous laisser lister, mais peut-être qu'on peut avancer du coup. Allez, on va avancer. Bon, il y a beaucoup voilà, c'est vraiment pluridisciplinaire. Il y a un docteur en pharmacie, des psychologues, des infirmiers, parfois médecins, des éducateurs spécialisés, une assistante sociale. Et tout à l'heure, vous avez posé une question sur TCC et puis en individuel, parce que le TP, ça se fait en groupe, mais aussi en individuel, effectivement. Mais ça peut être n'importe laquelle de ces personnes-là, pas forcément un psychologue TCC. Hein. N'importe qui a reçu, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, tout au début, qui a la validation, les certificats, qui a fait la formation. Hein. C'est à partir du moment où il y a ce certificat, ça peut être pharmacien, voilà, c'est le diététicien, voilà. Et ça peut être fait en individuel aussi. Si la problématique c'est de manger équilibré, donc c'est surtout vrai dans le diabète, voilà, on peut faire de l'éducation thérapeutique en individuel avec un diététicien, d'accord ? Voilà, donc n'importe qui formé à l'éducation thérapeutique et qui a élaboré un programme spécifique. Et donc vous avez vu aussi, il y a des groupes de parole. Okay. Et donc c'est là qu'on fait aussi notre lien, c'est qu'en général les programmes d'éducation thérapeutique établissent un partenariat avec une association de patients. Donc c'est vraiment, ça sert aussi à ça, l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire à faire le lien entre les patients.
Et donc nous, on a fait un partenariat avec du coup Argos 2001. Et du coup, voilà, c'est ce que disait Monsieur Renaud, c'est que Annie Labbé, donc la présidente d'Argos, elle vient aux séances avec les aidants, animer et aussi dire ce que c'est que l'association de patients, à quoi ça sert, etc. Oui. Une petite remarque. Oui. Moi, je trouve que sous ce cercle-là, on oublie quand même des personnes importantes, à savoir les proches. Alors, par aidant, du coup, enfin... Mais alors, les aidants, parce que là, la diapo, c'est qu'ils la dispensent. Donc, en gros, c'est quels sont les intervenants formés à l'éducation thérapeutique que nous, on a notre programme. Et les aidants, en fait, même s'ils participent, ils ne sont pas intervenants à proprement parler parce qu'ils n'ont pas eu la formation. Alors, je modère mes propos parce qu'à Barthélemy-Durand, on a un programme d'éducation thérapeutique pour les patients schizophrènes. Et une personne de l'UNAFAM s'est formée à l'éducation thérapeutique et du coup est intervenant vraiment à proprement parler dans le programme. Et c'est pas une soignante, c'est une aidante formée à l'éducation thérapeutique. Formation et du coup, elle fait toujours. partie de l'équipe d'éducation thérapeutique. D'accord ? Donc voilà, donc vraiment on essaie de travailler aussi avec les amis. Alors, où trouver les programmes d'éducation thérapeutique, puisque c'était une question, d'accord ? C'est pas compliqué, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont tous validés par l'ARS. Donc l'ARS, toutes les ARS, en fonction des régions, donc ici ça va être l'Île-de-France, mais si vous habitez ailleurs, c'est l'autre région. Donc chaque région a son ARS, et donc vous pouvez trouver sur leur site tous les programmes d'éducation thérapeutique qui ont été validés. Si vous ne trouvez pas, vous téléphonez. Ils répondent très bien, correctement. C'est classé dans des tableaux Excel très très gros parce que vous allez le voir, vous allez être très surpris. Il y en a énormément. Alors il y en a beaucoup dans des pathologies somatiques, mais il y en a aussi beaucoup en psychiatrie. Il y a des programmes d'addicto, il y a des programmes pour les patients schizophrènes, des programmes pour les patients qui ont un trouble bipolaire. Alors ça va pas être une grande surprise, mais il y en a beaucoup faits par Sainte-Anne. Il y en a dans tous les départements, enfin voilà. Donc voilà, encore une fois, donc nous on vous parle de celui qu'on a mis en place dans les salles, mais il n'y a pas que le nôtre qui est bien, il y en a partout, d'accord ? Donc renseignez-vous. Et du coup vous allez avoir le lieu, le nom de l'hôpital, l'adresse de l'hôpital, et donc vous allez facilement retrouver les coordonnées. Ça existe depuis combien de temps ? Très longtemps l'éducation thérapeutique, enfin très longtemps, oui, longtemps. Je ne peux pas donner de date, mais je crois que c'est les années 60-70. Que c'était mis en place d'abord dans les maladies somatiques. D'abord dans les maladies somatiques, notamment pour le diabète. Et en psychiatrie. Je sais pas, ça je vais pas. C'est venu un peu après, ça a été adapté, mais moins longtemps. Oui, je pense que c'est à peu près par là, exactement, à peu près 90. Ok, alors ça, pour des raisons de temps, je vais zapper puisque tout est écrit sur la diapo, vous la retrouverez donc en ligne. Donc pour savoir quels sont les critères d'une ETP de qualité. Et donc vous allez voir tout ce dont on a parlé un petit peu, c'est que du coup c'est vraiment centré sur le patient, ça s'adapte à son profil éducatif, culturel, c'est scientifiquement fondé, donc ça s'appuie vraiment sur des recommandations actuelles, sur des choses validées scientifiquement. Ça s'adapte à l'évolution de la maladie, au mode de vie du patient, parfois c'est collectif ou individuel, etc. Et donc il y a 2 diapos sur la qualité, qu'est-ce que c'est qu'une ETP de qualité. Ok ? Alors pourquoi est-ce que c'est important de faire de la psychoéducation, de l'éducation thérapeutique dans le trouble bipolaire ? Et grâce à ça, vous allez comprendre comment on a essayé de monter notre programme à nous. Donc selon l'OMS, le trouble bipolaire compte parmi les 10 maladies les plus invalidantes et coûteuses, avec un taux de mortalité qui est 2 à 3 fois supérieur à la population générale et avec une espérance de vie diminuée de 20 ans. Ça nous posait beaucoup de problèmes. On s'est dit, mais comment c'est possible et comment on peut faire pour récupérer ces années de vie on peut pas dire qu'on perd puisqu'on ne peut pas le savoir à l'avance, mais c'est cette espérance de vie qui diminue. Voilà. Et donc, comment c'est possible que ce taux de mortalité soit multiplié par 2 ou par 3 ? Alors, une des premières raisons, c'est le risque suicidaire très très élevé chez les patients qui ont un trouble bipolaire, les nombreuses mises en danger aussi, et la mortalité somatique associée au trouble bipolaire. Voilà, donc ça, on a essayé de répondre à ces questions-là et de faire en sorte de bouger ces paramètres-là. D'autre part, je vous l'ai déjà dit aussi, ce qui n'arrange pas les choses, c'est qu'il y a un diagnostic tardif qui aggrave le pronostic. Donc dès que le diagnostic est posé, c'est urgent de mettre en place au plus vite l'éducation thérapeutique parce qu'on a déjà perdu du temps, la maladie a déjà évolué et c'est urgent de mettre en place l'éducation thérapeutique.
Voilà. Donc, la psychoéducation au sens large du terme des patients présentant un trouble bipolaire vise à prévenir les rechutes thymiques, réduire le nombre et la sévérité des symptômes, réduire le risque suicidaire, améliorer le fonctionnement psychosocial et la qualité de vie, améliorer l'adhésion au traitement et prévenir l'usage des toxiques. Les exemples de nos programmes. Donc là, voilà, on va vous mettre un petit peu en parallèle. Donc le programme de psychoéducation qui est mis en place à Bicêtre et le programme de Barthélemy Durand qui s'appelle GAP4 parce que du coup dans l'Essonne à Barthélemy Durand, chaque programme s'appelle un GAP suivi d'un numéro. Et donc c'est le 4 pour les troubles bipolaires. Et GAP, ça veut dire groupe d'autonomisation en psychiatrie dans l'Essonne. En gros, donc c'est moi qui les ai montés les deux. Je les ai montés avec les mêmes objectifs, de la même manière. Globalement, c'est les mêmes séances. Sauf que vous voyez que pour des raisons de moyens et de disponibilité de personnel, celui de Bicêtre compte que 11 ateliers alors qu'il y en a 14 à Barthélemy Durand. Mais globalement, on retrouve quasiment les mêmes séances. On les a montés en équipe. Oui. Pardon. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que j'étais impliquée dans les deux. Ok, donc nos objectifs globaux. Donc l'objectif principal, oui. C'est ça que je vous expliquais, c'est que parfois, même si ça porte un nom différent, eh ben, il y a des programmes de psychoéducation qui peuvent être montés de la même manière que des programmes d'éducation thérapeutique. Sauf qu'on ne peut pas appeler ça éducation thérapeutique parce qu'on n'a pas été validé par l'ARS. Ouais. Sur ces deux-là. Ouais. Et s'il n'est pas validé par l'ARS parce qu'on n'a pas présenté de dossier à l'ARS, parce que les intervenants à Bicêtre, même s'ils sont compétents, ils n'ont pas eu la formation obligatoire pour pouvoir monter un dossier. Exactement. Voilà. Psychoéducation, ça veut rien dire, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Ça peut être exactement pareil qu'un programme d'éducation thérapeutique. Donc, nos objectifs globaux. Donc, au départ, voilà, notre objectif principal, c'était de diminuer la mortalité. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, par suicide, par prise de risque et la mortalité somatique des patients qui avaient un trouble bipolaire. Et donc, pour diminuer cette mortalité, on a mis en place la séance prise de risque et risque suicidaire, la séance comorbidité somatique et psychiatrique du trouble bipolaire, la séance addiction et la séance aidant. Pour diminuer cette mortalité des patients bipolaires, il a quand même fallu qu'on se dise oui, il faut aussi diminuer les rechutes et donc les hospitalisations et améliorer le cours évolutif de la maladie. Alors pour ça, on a mis en place les séances généralité, dépression, hypomanie, manie, euthymie et évolution de la maladie, traitement et encore une fois la séance aidant. Pour diminuer ces rechutes et améliorer le cours évolutif de la maladie, il a fallu améliorer la qualité de vie des patients. Et donc, on a mis en place les séances généralité, sexualité, grossesse, hygiène de vie, gestion des émotions et encore une fois, aidant. Et pour améliorer cette qualité de vie, il fallait améliorer les compétences d'autosoin et d'adaptation. Et donc là, on retrouve ça dans toutes les séances. Voilà comment on a construit notre programme pour savoir quelles séances on allait mettre en place. Donc, au total, vous voyez qu'il y a 14 ateliers. Chacun, c'est une séance chacun, une séance de 2 heures, sauf la dernière séance, enfin le dernier atelier, qui est l'atelier pour les aidants, qui comprend 2 séances. Et donc vous allez voir là sur le côté qu'il y a plein de sous-objectifs spécifiques qu'on va retrouver au fur et à mesure dans les séances. C'est pareil, je ne vais pas tous les lister, vous les reverrez. Donc vous voyez, on a plein d'objectifs et ça répond à plein d'objectifs principaux et plein d'objectifs secondaires. Voilà. Concrètement, comment ça se déroule une séance d'éducation thérapeutique? Donc, je vous l'ai dit, ça dure à peu près 2 heures. Il y a d'abord un temps d'accueil des participants qui est indispensable. On s'est confronté à quelques réflexions. Les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on offrait le café aux patients en éducation thérapeutique. Ça a posé débat au sein de l'hôpital. Voilà. Si, parce qu'en fait, si on veut que les patients ils participent, ils interagissent, il faut qu'ils se sentent bien. Voilà. Et donc, on ne peut pas dire aux gens, bon, asseyez-vous et maintenant, parlez. C'est pas possible. Donc, il y a un temps d'accueil, il y a un temps de présentation et on se met à l'aise. Et puis, voilà, rien que le fait de se servir le café mutuellement, de se proposer un café, ça lance un petit peu la conversation et tout le monde s'installe confortablement. Donc, on ne peut pas se passer de ça, c'est indispensable.
En plus, c'est pas très cher un café, faut pas exagérer. Ok. Ensuite, il y a une évaluation avant. Donc ça, c'est donc une évaluation individuelle. On remet une feuille au patient avec, donc c'est une évaluation un peu de connaissance sur les choses qu'on va aborder durant la séance et aussi une évaluation de représentation. Et on va redonner cette même feuille d'évaluation à la fin de la séance. Et comme ça, nous, une fois que les patients sont partis, on peut comparer et on voit ce qui a changé. Donc, qu'est-ce que notre séance d'éducation thérapeutique a modifié chez le patient? Soit en termes de connaissances, soit en termes de vécu, ressenti et de qualité de vécu avec sa maladie. Ensuite, le contenu de la séance, il repose sur du matériel et des supports pédagogiques qui sont différents d'une séance à l'autre puisqu'ils doivent répondre à certains objectifs et faire passer certains messages. Parfois, en fonction du temps de la capacité de concentration et des patients, on est obligé d'aménager une petite pause parce que 2 heures, pour certains patients, ça peut faire long. Ensuite, on a toujours un temps de questions auxquelles on répond de manière spécifique en fonction des demandes des patients. Du coup, à la fin, on termine par l'évaluation après la séance. Il y a aussi une évaluation satisfaction qui, elle, pour le coup, est anonyme. Et à la fin de chaque séance, on remet une fiche synthèse qui récapitule toutes les notions importantes qu'on a abordées durant la séance. Donc les patients ne sont pas obligés de prendre de notes. Encore une fois, ce n'est pas un cours. Donc le contenu de la séance, pour que vous visualisez un petit peu le matériel et les supports pédagogiques qu'on a pu mettre en place, on a pris quelques photos. Tu veux commenter? Tu peux me dire, pardon, okay. Pour cette séance. Donc ça, c'est la séance hypomanie et manie. Et donc, vous voyez, il y a une frise qui a été conçue en tissu sur laquelle... et donc, il y a plein de fiches avec des scratchs, avec des symptômes ou des mots dessus. Et les patients doivent, donc c'est un travail de groupe, mettre les bons mots au bon endroit. Soit que c'est un symptôme de l'hypomanie, soit que c'est quelque chose qu'on retrouve en manie. Alors, un symptôme, ça peut être aussi un comportement. Soit c'est un facteur déclenchant, soit c'est une conséquence. Alors, ça paraît simple comme ça quand on le dit. En fait, c'est très très compliqué. On a même donné l'exercice à faire aux soignants. Parfois les choses elles se confondent. Voilà. Donc c'est pas si simple que ça. Et de le faire, ça permet d'y voir beaucoup plus clair. Et parfois de se dire qu'il y a des choses qui effectivement sont mélangées. Souvent, cet exercice permet aussi de se rendre compte que les facteurs déclenchants, c'est souvent les mêmes que les conséquences. On ne sait pas si on doit le mettre en facteur déclenchant ou en conséquence. Voilà. Et donc ça permet aussi de comprendre que c'est un peu une spirale infernale parce que les conséquences d'une crise, d'un épisode maniaque, ça va aussi être un facteur déclenchant. Et du coup, on recommence, on repart pour un tour. Donc ça, c'est la séance dépression. On peut déborder, on n'a pas le droit. C'est compliqué. Bon, très rapidement, on voulait vous faire un petit peu tester les séances, mais pour la séance dépression, c'est un jeu de cartes. En fait, on demande aux patients de deviner leurs symptômes et puis de les classer ensuite. Donc ils les devinent et puis on leur donne la carte quand il y a une bonne réponse. C'est un truc un peu ludique, les gens aiment bien, voilà. Donc là, je sais pas si vous avez, si des images vous inspirent. Vous avez retrouvé les symptômes ou pas? Là, c'est les 2 symptômes là qui sont sur ces cartes. Ils ont peur la nuit, des noirs. Ouais, le premier il dort pas la nuit, il est debout alors qu'il fait nuit. En plus, il se tient la tête. Donc ça, c'est insomnie. Et l'autre à côté? Oui, j'ai entendu colère, oui, tout à fait. Okay. Qui est un des symptômes. Hop. Voilà, donc il y a une diminution ou une perte de sommeil parfois pendant la dépression et aussi des crises de colère possibles. Donc voilà, on va pas tous les faire. Donc là, vous voyez un petit bonhomme qui part dans le frigo. On peut avoir des comportements d'hyperphagie aussi, ou fatigue, une perte d'énergie. Donc les batteries sont à plat quand on est en dépression. Voilà, donc c'est des choses qui sont un petit peu ludiques. Ça passe vraiment par un jeu de devinettes. Et voilà, du coup, ça leur met aussi des représentations sur leurs symptômes qui sont addiction, tout à fait. Addiction. Risque suicidaire. Ça, c'est plus dur. Celle-là, elle fait souvent rire. Ce soir, chérie, c'est celle-là qui vous fait rire? Ok, et celle de là, ça vous donne gauche. Non. Estime de soi. Alors, ça, c'est une autre carte, mais ça pourrait être un miroir. Là, c'était isolation, repli sur soi. Et puis, effondrement de la libido, phase dépressive.
Voilà, bon, il y en a plusieurs. Clinophilie, donc quand on reste trop au lit, ralentissement psychique. Le ralentissement psychique, c'est pas chez vous. Vous avez vu, c'est ma préférée, c'est la petite tortue dans la tête. Je la trouve drôle. Ah oui. Voilà, donc c'est vraiment illustrer ces symptômes. Et alors là, vous avez vu, je sais plus, 8 cartes, quelque chose comme ça. Il y en a 32. En vrai, il y en a 32. Donc voilà, on peut avoir 32 symptômes. Je sais pas si vous aviez notion qu'il y avait autant de symptômes de la dépression que ça. Parce que souvent, quand on demande aux patients c'est quoi les symptômes de la dépression, ils en listent 2, 3. Et c'est sûr que si on connaît que 2, 3 symptômes ou qu'on a conscience que de 2, 3 symptômes, c'est difficile d'aller diagnostiquer et de se dire je suis en épisode dépressif. Alors que si on a vu un peu qu'il pouvait y avoir autant de symptômes et de petites choses qui pouvaient nous dire là en ce moment ça va pas, on est plus à même de dépister un début de dépression et d'aller tirer la sonnette d'alarme chez son psychiatre le plus tôt possible. Puis là, on a fait 2 séances, en tout cas moi j'en ai fait 2, il y a des nouvelles choses aussi auxquelles on n'a pas pensé dans les symptômes, donc je vais refaire de nouvelles cartes. On adapte, à chaque fois on enrichit avec ce que les patients nous disent. Et est-ce que vous le mettrez dans le domaine libre, le jeu? Je suis en train de réfléchir effectivement à une version pour l'éditer. Mais ça c'est, voilà. Là il y a des images libres de droit, il y en a que j'ai faites, il y a des montages, la police est libre de droit, donc voilà, ça c'est des questionnements, mais c'est en réflexion effectivement, parce que c'est pas mal utile. Mais c'est en train de se faire, voilà. Merci d'avance. C'est bien. Achetez-le. Et donc ça, c'est pour la séance hygiène de vie. Donc la séance hygiène de vie, ça se déroule sous la forme d'un trivial poursuite. Et donc chaque couleur de camembert représente un domaine de l'hygiène de vie différent. Donc il y a une couleur de carte, je ne sais plus lesquelles, c'est alimentation. Les autres, c'est activité physique, le sommeil, etc. Et l'objectif, c'est que chacun obtienne un camembert de chaque couleur et du coup obtiennent des compétences dans tous les domaines d'hygiène de vie. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça marche assez bien. Et ça c'est la séance traitement. Alors la séance traitement, voilà, on a une boîte en carton avec plein de boîtes de médicaments vides, je précise. Et puis quand les patients arrivent à la séance, on leur dit regardez, fouillez dans la boîte de traitement là, et puis tous ceux qui vous disent quelque chose que vous avez déjà eu, que vous avez, vous les prenez. Donc tout le monde fait son petit marché. Ça j'ai déjà eu une fois, ça j'ai déjà eu une fois. Alors il y en a, mais c'est énorme. Ils ont déjà tout eu. Ok, donc tout le monde prend les médicaments qui sont inconnus des patients, on les enlève. Ça, encore une fois, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt de vous rendre compétent ou de vous donner des connaissances sur des choses qui ne vous concernent pas. Voilà. Donc c'est vraiment ça l'idée de l'éducation thérapeutique. Vous appropriez votre traitement. Voilà, c'est que ça vous soit utile pour vous et que ça réponde aux questions des patients du groupe. Donc hop, on enlève tout ce qui est inconnu des patients. Et ensuite on leur demande, voilà, donc on met des grandes feuilles avec les différentes classes de médicaments. Donc vous voyez, antipsychotiques, anxiolytiques, somnifères, antidépresseurs, correcteurs et antiépileptiques. En général, comme c'est pas la première séance, la séance traitement, les patients ils disent je comprends pas, vous arrêtez pas de nous parler de thymorégulateur, il n'y a pas de place thymorégulateur alors que je suis sûre que j'ai eu un thymorégulateur, ils savent pas où le mettre. Bon, donc si vous voulez qu'on réponde à cette question, il faudra faire le programme. Donc, en gros, voilà. Donc voilà, on répond à toute cette question-là. C'est quoi un thymorégulateur? Qu'est-ce que c'est que les différentes classes? Voilà, pourquoi il y a plusieurs classes? À quoi ça sert, etc. Les effets secondaires de chaque classe. Qu'est-ce qu'on prend au long cours? Qu'est-ce qu'on prend à court terme, etc. Voilà, en gros, pour l'instant, je pense qu'on a tout vu. Merci à vous pour votre participation, c'est beaucoup plus sympa pour nous que de lire quelque chose. Et puis pour l'organisation, toutes les personnes qui ont organisé ici, et puis Annette pour la rapidité au mail, c'est très agréable aussi. Merci. Merci à vous. Merci à vous. J'avais juste une question. Ouais. Vous avez énoncé qu'effectivement vous avez choisi un voire deux programmes en fonction d'objectifs précis. Donc, ça sous-entendrait que pour choisir le bon programme d'éducation thérapeutique, il faille lire tous les programmes avec tous les objectifs pour comprendre celui qui est le plus adapté à la personne atteinte d'un trouble bipolaire. Tout ça,
juste? Alors après, suivant des fois le département, la zone géographique, il n'y en a pas 36 non plus. Il peut y en avoir plusieurs, mais voilà, en Essonne, nous on a eu l'autorisation, la validation de l'ARS, c'était le seul, si je me trompe pas. Donc voilà, et puis après c'est de l'instinct à vous survoler. Il y a quelque chose qui va vous intéresser un petit peu plus que d'autres. Je pense que c'est pas non plus nous. On a une petite brochure qu'on met à disposition. Voilà, c'est par points, c'est assez léger. Si les personnes veulent en discuter un peu plus, ils nous téléphonent, on répond. C'est pas non plus. Faut pas s'imaginer une pyramide, je pense. Voilà, rassurez-vous un petit peu. Et la sectorisation, elle est vraiment drastique? Ça, c'est au niveau de l'ARS, vous regardez du coup. La sectorisation pour notre programme, c'est ça? Ouais, est-ce que des gens de Paris peuvent aller chez vous? Pas celui à Barthélemy-Durand, du coup, non. Parce que c'est destiné aux patients essoniens, ouais. Déjà, on croule on n'est pas assez nombreux, on a du mal à répondre aux demandes. Les délais d'attente pour le programme, là, pour le coup, les patients qui nous demandent un programme maintenant, il faut attendre septembre. Là, le programme en cours, il est plein. Donc déjà, c'est long. Là, on essaie déjà de le dupliquer. Ça, c'est pour répondre à la question aussi. On s'adapte vraiment aux demandes. On essaie de dupliquer le programme, de le faire à 2 endroits différents, parce que l'Essonne, c'est très grand. Il y en a qui parcourent plus de 60 km pour venir à l'éducation thérapeutique. Donc, on essaie de se rapprocher vraiment du lieu de domicile des patients, et du coup, de le faire à 2 endroits différents, à des moments différents, pour arranger un peu tout le monde. Les patients qui travaillent le matin, ceux qui travaillent l'après-midi, ceux qui peuvent se libérer le matin, ceux qui peuvent se libérer le lundi, le jeudi. On ne met pas les mêmes jours. Voilà, mais tout ça, c'est beaucoup d'organisation. Et ce programme, vous l'avez dispensé combien de fois déjà? Là, c'est la deuxième session. Ouais. C'est la 2e fois à Barthélemy-Durand et j'en suis à ma 3e fois à Bicêtre. Et est-ce qu'il est prévu de revoir les patients qui ont suivi le programme 6 mois, 1 an plus tard? Je travaille sur une recherche, c'est en programmation, parce que là, du coup, il y a peu de personnes encore qui ont terminé totalement, puisqu'il y en a qui décomposent sur 1 an. On fait 2 sessions par an. Et effectivement, c'est prévu de pouvoir étudier ça, l'intérêt, plus moins de rechute, d'hospitalisation aussi après. C'est quelque chose qui serait bien de quantifier, parce qu'il y a beaucoup d'études anglo-saxonnes et peu françaises aussi par rapport à ça. Voilà, sur la qualité de vie, tout ça. C'est une question pratique. Je voulais savoir si c'était à jour fixe. Parce que si par exemple on étale ou on travaille et on se dit voilà, c'est tous les mardis. Ça, du coup, c'est dans le programme qui va vous intéresser, c'est censé être indiqué. Nous, à Barthélemy-Durand, moi, celui où je suis, c'est les mercredis après-midi de 14h à 16h. Voilà, c'est toujours comme ça en dehors des vacances scolaires, et donc voilà, parce que des questions de RTT, tout ça, c'est ce qu'on a trouvé. C'est pour ça aussi que quand on duplique le programme, là l'objectif c'est de le mettre sur un autre jour. Donc là pour l'instant il est à Savigny-sur-Orge les mercredis après-midi. L'idée c'est de le mettre plutôt vers Étampes les jeudis matin. Donc voilà, pour ceux qui on a essayé d'intervertir. Du coup il y en a un l'après-midi, un le matin, un jour, l'autre un autre jour de la semaine, un sur un lieu, l'autre sur l'autre lieu, pour essayer de vraiment que chacun puisse s'y retrouver un peu dans au moins l'un des 2 programmes. Si je comprends bien, les EPT se font dans le cadre d'hospitalisation, aussi en ambulatoire, en hôpital de jour. Comment ça se passe? C'est plutôt en ambulatoire parce qu'il faut que les patients soient stabilisés. Oui. Après, sur une fin d'hospitalisation, on peut intégrer... Alors déjà, l'idéal, on peut faire un diagnostic éducatif en fin d'hospitalisation. Ça, c'est bien parce que du coup, on met un pied un peu dedans et ça permet d'impliquer les patients. Voilà. Vraiment, pour suivre les séances, il faut être stabilisé parce que déjà, au niveau cognitif, 2 heures de séance, c'est quand même long. Il faut pouvoir tenir. Donc, si on est déprimé, ça va être compliqué. Si on est en état maniaque, ça va être compliqué aussi de tenir 2 heures. Ce qui sera intéressant, mais ça c'est au point de vue national, c'est de voir en fait le bénéfice de ces programmes d'éducation thérapeutique, le prix, parce que ils ont un coût, je suppose, quoi. Mais de l'autre côté, les économies en termes... c'est pour ça que ça rentre aussi dans les recommandations, parce que finalement, si c'est passé dans les recommandations, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait finalement un intérêt. Il y a eu d'autres économies par ailleurs dans les hospitalisations, tout ça. Pour les proches, mais aussi pour le budget de la sécurité sociale. Ouais, mais oui, c'est pour ça que c'est dans les recommandations aussi. Il ne faut pas se mentir. Il y a un intérêt, mais ça leur fait des économies aussi. Moi-même, j'ai été en hôpital de jour pour faire essentiellement de la remédiation cognitive pour la schizophrénie indifférenciée que j'ai. Et ce que je veux vous dire, c'est que en fin de semaine, lundi, mardi, mercredi, il y a des activités principales médicales fortes, mais le jeudi, vendredi, il y a je regrette de le dire, mais il y a des activités occupationnelles où les psychologues et les infirmiers formés à la remédiation et à l'EPT en général
observe les individus qui se promènent à l'île Saint-Louis, qui visitent les musées, qui voient la sociabilité. Et tout ça, ça coûte quand même 300 € par jour pour l'ARS. Donc, vous voyez, il y a quand même une modération de jugement à avoir sur ce point-là. Voilà, je voulais vous dire. Alors, j'ai un frère qui est bipolaire de type 2. Enfin, il y a un trouble bipolaire. Je passe les détails, mais il n'y a véritablement aucune remédiation cognitive pour les bipolaires, alors. Si, il y a. Ah bon? Mais vous n'en avez pas parlé. Parce que là, c'était éducation thérapeutique. Hein. C'est vraiment, il faut nous réinviter. D'accord. En tout cas, merci encore. Merci à vous.